ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de plonger à la découverte du style de la rappeuse Kazé, à la découverte de ses images, de son débit, de son lexique et de sa mythologie personnelle. On vous propose de suivre sa plume qui est, comme vous le savez, son diplôme. Alors on va tâcher de ne pas vous décevoir parce que on sait, comme le dit Kazé, qu'un auditeur déçu peut vite faire un tortionnaire. Et avec une salle aussi remplie, ça fait beaucoup de tortionnaires potentiels. Mais en tout cas, merci à toi Kazé d'avoir accepté notre invitation. Bah, merci de l'invitation. Merci d'être venu. Alors Kazé, c'est une rappeuse française qui est née en 1976 à Rouen. Kazé est d'origine martiniquaise, elle a une carrière solo avec 2 albums, Tragédie d'une trajectoire, Libérer la bête, mais elle a aussi une carrière avec des collectifs, avec En Fâche, en compagnie de Prodige et de Beat James, Ouais. d'Eri, de Lalou et puis aussi de Cho. Également la Social Club avec Virus, avec Al, avec Prodige. Virus qui était notre tout premier invité d'ailleurs. Et puis aussi avec Zone Libre, qui est un groupe de rock composé de Serge Tessoguet, de Cyril Bilbao à la batterie, et puis à l'époque il y avait Marc Sens aussi. à la guitare. Ouais. Voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, si tu as des projets qui vont je remonte enfin, on a remonté avec Marc Sens et 2 autres musiciens, un collectif de rock. Donc je vais ressortir un album de fusion rock-rap. Et puis j'ai mon album qui arrive à la rentrée prochaine, le prochain. Voilà. Et une mixtape qui va sortir d'ici le mois prochain avec 3 inédits. Voilà. C'est l'actu. Ok. Mais peut-être que la meilleure façon de compléter cette présentation, c'est peut-être un couplet. Du coup, on va vous proposer d'écouter le couplet de Kazé dans Mes doutes de la Social Club. Voilà, je vous mets le couplet, préparez-vous. Je suis blasé de communiquer, je suis gazé quand on m'appelle, je veux planer, je suis damné, la terre ferme me le rappelle, ne parle pas de féminité, j'ai du poil plein les aisselles, je vais te laisser des hypothèses sur la dentelle, la vaisselle, blessé depuis l'enfance, tombé de la nacelle à ma naissance, ma passerelle vers leur monde n'est que partielle, évincé de leur passé, de leur gratte-ciel, repoussé dans ma parcelle, mes complices sont de Blancoc et de Sarcelles, je suis un bordel. Hybride, je suis formel, je bois trop, je dors mal, fuis le commun des mortels, c'est normal, mes séquelles m'ont cassé les séquelles quelles, mes doutes sont des morphales, je cherche une route mais laquelle? Je fais le grand pont dans les coins sombres où les gens tombent, où les chansons qui nous ressemblent, n'ont ni la vanne ni le canton, j'ai le calibre sous le menton, je vis la nuit, fais le planton, sous les crampons j'ai du goudron, je voudrais sauter du ponton. Si, je m'écoute, je donne raison à mes doutes. Je m'écoute, je les vise, je les shoot. Si, je m'écoute, je donne raison à mes doutes. Si, je m'écoute, je les vise, je les shoot. Si, je m'écoute, je donne raison à mes doutes. Si, je m'écoute, je donne raison à mes doutes. Si, je m'écoute, je donne raison à mes doutes. Si, je m'écoute, je donne raison à mes doutes. Vous avez entendu le couplet de Kazé avec Al et Virus au refrain, et dans ce couplet, tu dis « Je suis Kazé quand on m'appelle ». Alors pour finir les présentations, il y a une question que je me posais, une question à laquelle j'ai trouvé aucune réponse dans les interviews, c'est pourquoi en fait le nom Kazé, puisque c'est pas ton vrai nom, c'est ton pseudonyme. J'en ai eu plein avant, plein de pourris. C'était quoi les noms pourris? Quand j'avais 13 piges, qu'on taguait, j'ai tagué Case, j'ai tagué MC1, j'ai tagué que des noms de merde. Et après Kazé. Et Kazé, en fait, déjà c'était un nom un peu asexué, puisque Kazé c'est un nom féminin et masculin, donc ça me correspondait. Et puis c'était aussi, il y avait une série qui passait quand M6 venait d'arriver, Les Têtes Brûlées, avec des pilotes d'avion. Et il y en avait un qui s'appelait Kazé, était particulièrement dingue. Et du coup, j'ai bien kiffé et c'est resté. Voilà. Mais Kazé, en fait, c'est rare qu'on m'appelle Kazé. Mon petit nom, c'est Zek. D'accord. D'accord. Et oui, et puis dans le couplet, donc tu joues sur ton nom et puis sur l'adjectif Kazé. Je suis Kazé quand on m'appelle. Et il y a une autre question que je me pose toujours à propos de ce couplet. Dans ce couplet, tu dis « Je suis un bordel hybride ». Tu te définis comme un bordel hybride. Et
D'ailleurs, tu mets discrètement en valeur le mot hybride parce que tu marques une légère pause entre bordel et hybride. Et hybride, c'est aussi comme ça que tu te définis dans une interview que tu as donnée pour l'émission de radio Case Rebelle, en ajoutant que toi, ce qui t'intéresse, c'est toujours ce qu'on fait avec son propre bordel. Alors je me demandais, c'est quoi ton bordel hybride à toi? De quoi est-ce qu'il est composé, ce bordel hybride? Et surtout, qu'est-ce que tu en fais dans ton rap de ce bordel hybride? Surtout dans le rap qui en fait est déjà un genre hybride musique, parole, qui va piocher aussi dans d'autres musiques, donc qui est vraiment un genre hybride par excellence. Oral écrit aussi. Ouais. Le bordel hybride, c'est déjà l'identité, même si une identité, ça ne peut pas vraiment se figer, une identité. Une identité, ça bouge tout le temps. Mais la mienne, c'est ni homme ni femme, mi-homme, mi-femme, tu vois. C'est un bordel. Je viens des Antilles, donc on est au confluent de plein de continents. C'est-à-dire que j'ai autant le sang de l'esclave que le sang du colon dans les veines, parce que je suis un mélange des deux. Je vis en banlieue, où je côtoie d'autres hybrides, où ça crée une nouvelle hybridité, parce qu'au contact de Rebeux, de Vietnamiens, de Turcs, d'Africains, de pas mal de pays d'Afrique de l'Ouest, voilà, les uns et les autres, il y a des interactions qui font qu'on prend que ce soit le langage ou la culture des uns et des autres. Donc ça crée encore une nouvelle hybridité. Il y a l'hybridité aussi, que je dirais intellectuelle. C'est-à-dire à savoir qu'il y a des choses qui m'attirent dans la culture occidentale, d'autres pas du tout. D'autres qui m'attirent dans la culture caribéenne, d'autres pas du tout. Dans la culture africaine, dans d'autres cultures. Et tout ça, ça crée un terreau pour une pensée. Voilà, musicalement aussi, puisque en étant des Caraïbes, en aimant aussi la culture des gens que je côtoie, la culture américaine qui nous a donné le rap, qui est elle aussi une culture hybride, parce que c'est une culture des descendants d'esclaves. Voilà, c'est tout ça. C'est ce que je qualifierais de bâtardisme, et la vraie, la belle. Voilà, celle qui est magnifique. Ouais. Je trouve qu'on est de beaux bâtards. Et d'ailleurs, tu dis ça dans un refrain avec Zone Libre, dans Aiguise-moi ça, un morceau avec Beat James, tu dis et si on a croisé dans le bordel, le bordel, nos deux musiques entre elles, gros bâtard de guitare et de Cité d'Ortois. Donc il y a aussi une hybridité rock-rap. Exactement, le rock. Tu as travaillé avec le Zone rock Libre. aussi, parce que j'aime le rock. J'aime tout ce qui fait, tu vois, l'énergie. Tout ce qui fait gueuler, tout ce qui te donne envie de taper dans une porte, tout ce qui donne envie d'expulser un truc. Ouais. J'aime le rock, et en aimant le rock, en vivant en cité, ça me place aussi en tant qu'hybride. Parce que c'est pas nécessairement la musique reconnue dans les quartiers. Donc des fois, en aimant le rock, t'es un peu à part. Voilà. En côtoyant le milieu du rock aussi avec Zone Libre, j'ai découvert une autre forme d'hybridité, parce que dans ce milieu-là, j'étais un peu une petite anomalie aussi, tu vois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de noirs, il y a encore moins de gens des quartiers, voilà. Mais c'est quelque chose que j'aime et que j'assume de jamais être vraiment à ma place, en fait. Au début, quand j'étais jeune, ça pouvait être douloureux, et puis c'est devenu quasi une force de jamais être à sa place, en fait. Justement, sur le rock, est-ce que tu verrais des liens, tu as parlé un peu de c'est une musique qui fait et tout, mais des liens, on va dire, esthétiques ou dans les thèmes abordés entre le rock, le punk ou... mais bien sûr. Après, le rock, il s'est vidé de son sens, il a perdu toute son essence et toute sa moelle, le rock. Maintenant, les mecs, ils chialent qu'elle est partie, tu vois. Voilà. Ou alors, quand tu regardes dans le rock français, ils ont tellement plus rien à dire qu'ils le disent en anglais. Il n'y a plus tellement de rock en langue française, ou alors pour chialer qu'elle est partie. Mais tu vois dans les années 80, quand il y avait je sais pas, la Souris déglinguée, les Berus, tu vois, ça venait du bas, tu vois, et c'était sale et c'était crade. Mais ce qui me fait un peu de peine, c'est qu'on reproche plus ça au rock, c'est au rap qu'on reproche de plus être authentique. Le rock, on lui fait plus ce procès-là, tu vois. Les rockers, ils viennent, ils chialent tout et n'importe quoi, c'est magnifique. Un rappeur qui accède au mainstream, c'est un vendu. Alors que le rock a fait ce travail-là dans les années 70, 80. Dans les années 80, on lui a pas reproché, tu vois. Mais parce que je trouve qu'il y a une vision en France, une vision coloniale du rap. Voilà. Donc c'est pour ça que le rap doit porter le poids de la pauvreté, de l'authenticité. C'est-à-dire que soyons pauvres toute notre vie. Tu vois. N'accédons pas à la variété. Alors que le rock a accédé à la variété et que ça n'a posé de problème à personne. Tu vois. Mais
Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Si, tout à fait. Et, si, tu as parfaitement répondu. Et pour accentuer, je me demandais, pour accentuer ce côté hybride au niveau musical, est-ce que tu as déjà intégré ou est-ce que tu as déjà pensé à intégrer de la musique antillaise dans tes instrus, un peu à la manière de Roca dans son dernier album? Je sais pas si tu le connais, où il mélange de la trap avec de la salsa. J'aimerais, je voudrais bien, mais j'ai encore des petites réticences parce que j'ai peur. À la limite, je préfère même, j'ai fait un projet que j'espère continuer qui s'appelle XPK avec des joueurs de musique antillaise. Et à la limite, je préfère moi me déplacer sur ce terrain-là que d'essayer de l'amener dans le rap parce que je trouve que peut y avoir un petit côté neuneux qui... je sais pas, je suis pas encore sûr que l'équilibre, je puisse bien le gérer. Mais il m'arrive, par les textes, de toute façon, de parler de la culture antillaise, de la provenance. Et puis la seule fois où j'ai intégré de la musique antillaise, c'est à la fin du morceau Créature ratée. On entend un instrument qui s'appelle le tibois, qui est l'instrument par excellence du folklore martiniquais, qui s'appelle le belay, et qui n'existe, c'est comme la clavée à Cuba, c'est la clé martiniquaise, et qui n'existe qu'en Martinique, c'est-à-dire en Guadeloupe, ils n'utilisent pas cet instrument. Voilà. Je l'ai mis à la fin du morceau. Bon, c'était une petite touche, c'était pas trop risqué, subtil. Je l'ai pris d'un disque de folklore antillais, d'un disque d'un grand chanteur décédé dans les années 70 qui s'appelait T. Émile. Que tu cites dans Chez moi. Voilà, T. Émile, il y en a deux, c'est T. Émile et Eugène Mona. Ouais. Et voilà, je l'ai pris dedans. Et puis souvent en concert, en intro du morceau Chez moi, je mets un morceau d'Eugène Mona en fait. Un morceau qui s'appelle Timilo. Et là, c'est au niveau musical, mais au niveau de la langue, au niveau linguistique, est-ce que la connaissance du créole, parce que j'ai cru comprendre que tu connais le créole, est-ce que ça a une influence sur ton approche de la langue, sur ton approche du flow, sur ta musicalité? Ça, je sais pas. Souvent, je me dis, c'est con, hein. Souvent, quand j'entends des rappeurs, je me dis à quel niveau leur provenance ou leurs origines, ou l'origine de leurs parents ou de leurs grands-parents influe dans le débit. Je sens, par exemple, quand j'entends avec le dancehall ou la musique caribéenne, les Antillais débités, il y a une certaine forme de débit. Je me dis que peut-être je l'ai aussi. Il y a une certaine façon de faire bouger le truc. Des fois, j'entends des rappeurs qui sont d'Afrique et je me dis, ouais, j'ai l'impression que la langue influe sur le débit. Mais inconsciemment, hein, c'est pas un truc travaillé consciemment, c'est juste des relents d'un truc que peut-être tu as dans ton cerveau reptilien, j'en sais rien. C'est pas conscient. Mais je me dis que ça joue, parce que quand j'entends des Antillais débités, que ce soit en dancehall ou en rap, il y a une vibe, il y a un truc, il y a un balancement, il y a quelque chose. Peut-être que je l'ai, peut-être que je ne l'ai pas. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans la langue, ça m'arrive des fois de mettre un ou deux mots de créole, mais je n'ai pas la prétention de faire les choses en créole ou d'en mettre beaucoup parce que je comprends, je le parle, mais vu que je ne le parle pas couramment, mon accent, il est incroyable, quoi. Tu vois, il est horrible, tu vois. C'est quoi les mots de créole que tu as casés? Je crois que c'est dans Sac de sucre, je dis Timoun, ça veut dire enfant. Voilà, j'ai dû mettre un Timoun, j'ai dû mettre un jour un sac à mâcher. Voilà, j'ai dû mettre 2 mots, tu vois. D'accord. Voilà. D'accord. Et c'est quelque chose que tu aimerais creuser? Je sais pas, je suis habitué à... Tu vois, quand t'es issu de l'immigration, c'est bizarre, parce que mine de rien, ta langue maternelle, c'est un mélange. C'est-à-dire que moi, ma mère me parlait et créole et français, tu vois. Mais j'ai été à l'école française. Donc, je suis plus à l'aise avec le français. Et quand je réfléchis ou quand je pense en français. Je pense que sa langue maternelle, c'est quand on réfléchit, on pense, on pleure ou on crie dans une certaine langue. Si je pleure, je crie et je pense en français. Je ne pense pas en créole. Le créole, je l'utilise pour communiquer comme je pourrais utiliser l'anglais. Même si c'est la langue de l'affectif pour moi, tu vois. Mais ça ne me vient pas naturellement. C'est-à-dire, s'il m'arrive une galère, je vais plus dire « oh putain de sa race » que quelque chose en créole, tu vois. Et ça, c'est une réalité moi, je me sens... j'ai pas de complexe vis-à-vis de ça. Je me sens pas dévalué en tant que caribéenne parce que je connais pas le créole. Je suis juste, comme on vient de le dire, je suis quelqu'un d'hybride. C'est-à-dire que l'histoire a fait, je suis un résultat de l'histoire. L'histoire a fait, voilà, que je suis ici. Voilà, je suis né ici, je suis ici et que la langue que j'utilise pour m'exprimer et la langue que je maîtrise, c'est le français. Même si
le créole m'est familier. Voilà, quand j'entends le créole, ça parle, ça me parle, ça réveille quelque chose et je peux communiquer en créole. Mais je ne pense pas en créole. D'accord. Voilà. T'as évoqué l'école, peut-être Oui, c'est-à-dire que je voudrais qu'on vienne sur un autre couplet pour aborder un thème important chez toi. Ouais. Et ce couplet, c'est un couplet qui figure sur le morceau « Ce soir, je brûlerai ». C'est un morceau de la Social Club, donc toujours avec Virus, Al et Prodige, et puis aussi DJ Cozy. Et chaque rappeur dans ce morceau décide de brûler quelque chose. Alors Al, qui fait le premier couplet, décide de brûler sa boîte, son lieu de travail. Virus, lui, décide de brûler le centre culturel, on en avait parlé avec lui l'an dernier. Prodige, lui, de manière très humoristique, décide de brûler un spliff. Et je vous laisse écouter ce que Kazé décide de brûler. Suspense. Les bons points, les mauvais, les anciens, les nouveaux, les alliés, les rivaux, ta note, ton niveau, comment y arriver? J'ai souvent dérivé, j'étais rarement devant, charbonnais en coup de vent, on était leur trophée, ils voulaient nous sauver, étoffer leur CV, mais repartaient en courant, j'étais souvent bourré, et puis mal entouré, heureusement que ma mère m'attendait au tournant, et pour moi les tourments, c'était d'aller courber, la colonne, c'est pas grave si je sèche la journée, je déconne, tu m'étonnes, des crasses sur le carnet, je veux me faire cette colle qui me met un harnais, mon image est ternie, j'ai pas droit au vernis, on m'a mal éduqué, je me crois tout permis. Pendant que ces chiennes et ces bâtards somnolent, ce soir, je brûlerai mon ancienne école. Voilà, tu décides donc de brûler ton ancienne école. Et ce rapport difficile à l'école, c'est quelque chose dont Virus et Lino nous avaient déjà parlé. Un petit peu Kondo aussi. On était aussi revenu sur cette question avec Douskawa. Douskawa, où il s'agit véritablement dans le morceau Étoile du sol de la confrontation entre deux mondes et deux planètes. Douskawa dit qu'il vient d'un monde imaginaire, qu'il n'est pas de ce monde. Et il a cette phrase assez forte. « J'étais ce gosse qu'on a mis en marge, sous prétexte que j'émergeais d'une casquette, d'un t-shirt large ». Je ne sais pas si tu as déjà écouté ce morceau, si tu connais Douskawa. Mais chez toi, Kazé, ce rapport à l'école, pardon, il ne se traduit pas seulement par de la violence verbale, mais aussi par de la violence physique. Tu en parles dans le morceau Tragédie d'une trajectoire, au début du premier album. Ça passe de la violence verbale à la violence physique, une violence physique que tu dis avoir subie. Et il y a un retour à l'envoyeur de cette violence. Donc, je me demandais, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer comment est venue l'idée de ce morceau concept, d'une certaine manière, Ce soir, je brûlerai. Comment est-ce que vous avez élaboré ce morceau ensemble et quel a été ton rapport à l'école ? Le morceau, quand on s'est tous rassemblés pour faire l'album à Social Club, on s'est tous donné plus ou moins des thématiques. Ça venait des uns et des autres, on les a tous mis ensemble, on les a listés, puis après on a écrémé petit à petit. Et puis on était tous d'accord de brûler un truc, parce que c'est toujours jouissif de brûler quelque chose, de façon symbolique bien sûr, parce qu'on accuse toujours les rappeurs de violence, mais ça va, c'est des mots, on n'a rien brûlé en vrai, tu vois. Donc c'est toujours jouissif de brûler quelque chose, et pour moi c'était d'autant plus jouissif de brûler une école, quoi. C'est-à-dire un marqueur de l'institution. Bien sûr de manière symbolique, parce que les rappeurs, comme je te disais tout à l'heure, on n'est pas des auteurs. Nous, tout ce qu'on dit, c'est premier degré. Voilà, on projette rien. Si je dis je vais l'égorger, c'est sûr que je vais l'égorger. C'est pas une projection, on n'est pas des auteurs. Nous, tout ce qu'on dit, c'est premier degré. On est des bas du front, on n'a pas de 52e degré. Ouais. Donc voilà, c'est mon sens de l'humour. Mon sens de l'humour fait que je brûle des trucs des fois. C'est mon humour. Après, le rapport à l'école, oui. Enfin, moi, je pense que les petits, ils l'apprennent très vite. Moi, il y a des enfants dans mon entourage, dans ma famille. Quand tu es enfant, tu apprends très vite que l'école, c'est une espèce de carotte, qu'en fait, on t'envoie au travail, en fait, mine de rien. Et moi, je l'ai un peu senti comme ça. C'est-à-dire que ça y est, c'est là, t'arrêtes de jouer toute la journée. On te demande des trucs, tu dois faire des devoirs, tu vois, tu sens que tu t'es fait un peu escroquer. Donc dès le début, l'école, c'était compliqué. Mais en même temps, c'est un rapport difficile parce que tu apprends des choses qui t'intéressent. Mais tu ne peux pas piocher ni choisir. Tu ne peux pas trier. Tu ne peux pas dire là, ça m'intéresse et là, je m'en fous. Tu vois. Et moi, c'est un peu ça. C'est ce rapport difficile de... Quand je m'en fous, tu vois. Et je ne pouvais pas trier. Tu es obligé de tout prendre. Donc, tu apprends à te responsabiliser aussi. Mais l'école, ça a été aussi difficile parce que ça a été aussi des premières grosses expériences de racisme. Et c'est assez violent parce que c'est de la part d'adultes et de professeurs.
Et tu as souvent tendance à mettre tes professeurs sur un piédestal, puisque c'est eux qui te transmettent le savoir, tu vois. Donc tu leur prêtes pas mal de vertus, et plus tard, en vieillissant, je me suis dit que c'était des êtres humains comme les autres. Mais au début, voilà, tu apprends, tu as une espèce de totale déférence. Et puis surtout, chez moi, voilà, à la maison, l'école, c'était le moyen par le biais, on va élever l'arbre généalogique, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses mieux que tes parents. Donc mes parents aussi avaient une déférence pour l'école. Donc j'étais un peu coincé où je ne pouvais pas rentrer et dire à ma mère qu'il y avait des problèmes à l'école parce qu'elle m'aurait tartiflé en pensant que c'était de ma faute. Voilà, parce qu'il y avait une espèce de déférence, c'est l'école, il faut être respectueux. C'est une chance qu'on te donne, c'est une opportunité. Tu vois, il y a un espèce de truc parfois chez certains immigrés qui est un peu triste, qui fait un peu de la peine, où vraiment il y a une déférence totale pour l'école, le médecin aussi. Tu vois. Ils vont chez le médecin et ils n'osent rien dire. On leur dit, vous avez ci, ça, ils ne posent pas de questions. Il sait mieux que nous. En tout cas, ils sont plus intelligents. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Donc des fois, je me sentais un peu coincé, il se passait des choses et je ne pouvais pas le dire. Je ne pouvais pas le dire pour ne pas peiner chez moi, pour pas aussi me faire remarquer. Mais ça se terminait, quand tu n'as pas les mots, ça se termine par la violence. Moi, je tapais dans les portes, je tapais dans les chaises, tu vois. Moi aussi, je disais à des profs, ouais, je l'ai dit, j'ai pas honte, j'ai dit, casse-toi, j'en ai rien à foutre, je m'en bats les couilles, tu vois. Voilà, parce qu'à 15 ans, c'est tout ce que je pouvais dire. Et voilà, parce que j'arrivais pas à expliquer, de dire, mais qu'est-ce qui me vaut ce ton, pourquoi vous vous adressez à moi de telle manière. J'aurais aimé le dire, mais je pouvais pas le dire. Donc ça se terminait par des claquements de porte, des je m'en bats les couilles, je jette des sacs, je faisais ma crise, quoi. Mais parce que on m'a dit des choses comme ta mère t'envoie ici pour les allocations familiales. Arrête de faire le singe. Quand tu dis singe à un noir, il le prend mal, en général. Il le prend assez mal, tu vois. Il y avait des choses comme ça, tu vois. Après, maintenant, avec le recul, ce sont que des êtres humains, tu vois. Et voilà, ils ont leurs propres opinions, mais quand tu es enfant et que tu ne sais pas t'expliquer comment tu es blessé, et que tu ne sais pas retourner ta susceptibilité ou la contrôler, ça donne des têtes de cochons, des têtes de mules qui veulent pas, qui est la seule façon qu'ils ont de maîtriser, c'est de s'opposer. Voilà, c'est le seul point de maîtrise que j'avais, c'était de résister. Voilà. Ouais, puis tu finis le morceau Tragédie d'une trajectoire en disant ce que tu dis, c'est-à-dire tout ça n'a pas de sens, mais tout ça laisse des traces. Et je ne dis rien à ma mère le soir quand elle m'embrasse, parce que je gardais pour moi, je disais rien, pour pas éviter la pauvre qu'elle aille soit à l'école, qu'elle aille à l'école demander des justifications, qu'elle se retrouve dans une position de vulnérabilité face à ces gens qui m'avaient insulté, qui de toute façon ne reconnaîtraient pas qu'ils m'ont insulté, tu vois. Et voilà, t'as un peu pitié, t'as pas envie qu'elle se retrouve dans cette position de faiblesse, donc tu la fermes, quoi. Et à la finale, ça se retournait toujours contre moi, puisque vu que je tapais des crises, t'as un mot sur le carnet, à la finale, tu te fais tartifler, donc double peine, quoi. On t'a insulté, ta mère, elle te tape. Ouais, d'ailleurs, dans Rêve illimité, à un moment, c'est vrai qu'on entend souvent les verdicts scolaires. Enfin, moi, j'ai l'impression d'entendre les voix des professeurs ou des représentants de l'administration, en tout cas de l'institution scolaire en tant que telle. À un moment, tu dis dans le deuxième couplet, je suis dissipé, mal dans ma peau. Et c'est un peu les clichés qu'on a sur l'ado. Ouais, voilà, c'est un truc. Voilà, sur les bulletins scolaires. Voilà, c'est un truc mal géré. Mais après, voilà, là, je suis en train de noircir le tableau. J'ai aimé l'école, c'est là, j'ai aimé le français, j'ai aimé l'histoire. Voilà. J'ai eu des professeurs aussi qui étaient mortels, dont aujourd'hui encore, je me souviens du nom. Dont aujourd'hui encore, je me souviens que, par exemple, il y a un des films moi, qui m'a perturbé quand j'avais 12 ans, c'est un prof, il nous a emmenés voir Elephant Man. Et je me suis reconnu, c'était moi, Elephant Man. Tu vois. Vraiment, ce film, il m'a parlé. Tu vois. J'étais limite en train de chialer, les autres, ils me regardaient, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, ça me pique, c'est tout. ça me pique, c'est rien. Mais voilà, ça m'a parlé. Des bouquins que des profs t'ont mis dans les mains, mais sans condescendance, sans te dire, voilà, je suis l'ange blanc qui t'apporte le savoir. Parce que des fois, en quartier, on a des profs un peu comme ça, qui viennent comme on vient sur un territoire, on vient faire de l'humanitaire. Ouais, et t'inquiète pas, quand t'as 12 ou 13 ans, tu le captes, ça. Alors, tu peux pas l'expliquer, mais tu leur mets la misère. Tu leur mets, c'est des profs à qui tu mets la misère. Tu vois, tu les fais craquer. Et quand ils commencent, et puis après, ils terminent en arrêt maladie, t'es content. Et c'était quoi les livres là, dont tu parlais?
Bah moi, je suis de Rouen. Alors à Rouen, ah bah, on lit du Maupassant, parce que c'est un Rouennais. Il y avait Flaubert aussi. Flaubert, Maupassant. On a même eu la chance de rencontrer, on avait étudié Vipère au Point de Bazin, et il était venu à l'école, tu vois. Et on avait discuté avec lui, tu vois. Donc ça, tu vois, c'est des rencontres aussi qui marquent, tu vois. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, je lisais que des classiques français, je sais pas, La Mare au Diable, George Sand, tu vois. Et puis après, plus tard, j'ai lu des choses un peu plus contemporaines, mais vraiment, quand j'étais enfant, moi, j'aimais bien lire. Il y en a qui galéraient, la lecture, c'était un délire, mais moi, j'aimais bien lire. Je me filais un livre, je le lisais, il n'y avait pas de souci, tu vois. C'était pas... J'aimais bien, comme on regarde un film, c'était pas un problème de lire pour moi, j'aimais bien, tu vois. Et dans un couplet de Comme un couteau dans la plaie, pardon, tu dis absent des grandes écoles, et je me demandais quel sens ça a pour toi de te retrouver ici à l'ENS. Quand j'ai eu l'invitation, au début, vu que j'ai l'esprit de contradiction, je me suis dit, ouais, faut pas qu'ils croient qu'ils se la racontent parce qu'on vient à l'ENS, je vais kiffer. Genre, l'ENS, ça va nous légitimer. Voilà, le rap, même si c'est bien qu'une association de l'ENS s'y intéresse et qu'aujourd'hui on puisse faire un séminaire, le rap n'a pas besoin d'être légitimé par les grandes écoles. Je sais que c'est une culture importante sans que l'ENS ou une chaire à Harvard ou que sais-je ou Oxford s'y intéresse. Mais je trouve ça aussi important voilà, de venir dans ce genre de lieu, en parler. Après, ça me saoule toujours un peu parce que je sais que, par exemple, les caméras qu'il y avait là-bas que j'ai virées ou des gens viennent juste parce qu'on est à l'ENS. En dehors de ça, ils n'en ont rien à foutre du rap. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est adoubé par le fait de venir parler de rap ici. On acquiert quelques titres de noblesse en parlant à l'ENS. Et ça me gonfle un peu, tu vois, ce truc-là. Mais ça, je peux rien y faire, c'est très français, tu vois. La France aime la littérature et la France a l'impression que tout ce qui est de l'ordre de l'intellect et de la culture se passe dans les grandes écoles et pas dans les bistrots et pas dans les halls d'immeubles. Mais ça, c'est un truc français à la con, tu vois. Voilà. Le rap, c'est important en dehors de l'ENS, même si c'est bien l'ENS. Mais le rap, il avait déjà son style, sa vibe et son intellect sans que l'ENS s'y intéresse. Oui, voilà. bien sûr. Ça, c'est très... Enfin, franchement... C'est super important pour nous aussi que tu dis ça, parce que justement, nous, l'idée, c'était justement d'aller contre les préjugés qu'on avait habituellement sur le rap et tout, et pas du tout de les reproduire, parce que des journalistes trouvent ça kiffant, le côté contradiction, grande école, rap. Et on a toujours dit, en fait, voilà, c'est une culture qui a absolument pas besoin de nous pour être légitime, pour avoir ses propres lettres de noblesse, sa propre culture et compagnie. Nous, on est juste là avec nos outils qui sont ceux de la stylistique, c'est notre métier, on étudie. Et on essaye d'approcher le rap d'un point de vue voilà, esthétique, stylistique, là où d'habitude, c'est vrai que souvent les rappeurs, quand ils sont interviewés ailleurs, on ne leur pose pas tellement des questions en tant qu'artiste, mais beaucoup genre qu'est-ce que tu penses des émeutes de 2005. C'est intéressant aussi, hein, mais de dire pour une fois, il y a un cadre où on peut considérer les rappeurs, moi je dis artiste et après ça peut être un mot qui pose problème, mais en tout cas, voilà, d'un point de vue... Et puis ce qui est bien, c'est que voilà, faut que des gens fassent leur coming out. Faut des gens des grandes écoles, ENS, l'ENA ou Polytechnique, disent qu'ils écoutent du rap. Ouais. Parce que c'est ça l'histoire aussi. C'est vrai. Qu'ils écoutent du rap, voilà, qu'ils se déclarent. C'est tout. Et puisque malgré tout, ce séminaire, il a lieu dans le cadre d'un département qui est le département littérature et langage, je voudrais quand même qu'on s'arrête sur deux auteurs que tu évoques à plusieurs reprises dans tes morceaux, qui sont Aimé Césaire et Frantz Fanon. Ouais. Frantz Fanon, dans Comme un couteau dans la plaie, tu dis je prône les boulets de canon comme les pamphlets de Frantz Fanon que je bouquine. Et puis Césaire, on entend sa voix à la fin du morceau Les Mains Noires, morceau que tu as fait avec le groupe de rock Zone Libre et puis Amé. Vous revenez tous les deux sur vos origines. Donc Amé, c'est sur ses origines algériennes. Il y a un sample de Kateb Yassine au début du morceau. Et puis toi, c'est Césaire hein, qui est aussi d'origine martiniquaise comme toi, qui d'ailleurs était un ancien élève de l'école. Et on entend sa voix à la fin du morceau. Alors, je propose peut-être qu'avant que tu nous parles de Césaire et de Fanon, on écoute ce fameux couplet et puis le sample de Césaire qui est très intéressant et vraiment magnifique. Je vais vous mettre l'extrait. Les mains noires
alliés. Quand je quitte ma terre, celle de ma grand-mère, qui me font des adieux du haut de son palier. Les mains des nécessaires qui m'ont hypnotisé quand elles ont saisi la plume et l'encrier. Et puis m'ont rendu la dignité avec le retour au pays natal de son cahier. Les mains de Martin, de Malcolm, de Toussaint, sans oublier le poing de Tommy Smith, de France Fanon, de Raphaël Confiant, de Rosa Parks et d'Angela Davis. Les mains mutilées, emballées, empilées, gangrénées, à genoux, sans raison, enchaînées, qui ont tenu bon même à bout et dominé. Je suis fier d'avoir les mêmes que celles de mes aînés. Imaginez ce spectacle extraordinaire qui vont à la fois cracher à leur larmes ou faire un quantité. C'est fantastique, quelle licence prodigieuse. Ça vous dit de les deux bords. C'est donc une colère cosmique. Il se fait colère cosmique et trouver la colère créatrice. Elle est créatrice. Ah, nous sommes loin, cette guérille sous la mer en c'est beaucoup tout ça. C'est l'éternelle colère, c'est l'éternel exaspéré, c'est l'éternel crash. Il faut mieux, c'est qu'il faut mieux se laver. Mais c'est de cela que nous devons être dignes. Cette parcelle créatrice, il faut la recueillir. Il faut continuer au bien. Il faut la continuer. Et non pas s'endormir dans une sorte d'acceptation et de résignation. Alors peut-être qu'on peut commencer par Césaire avant d'en venir à France Fanon. Est-ce que déjà c'est toi qui a choisi ce sample, qui l'a trouvé? Ouais, j'ai trouvé ça sur le net. C'est avec Amé, je pense qu'on cherchait des extraits autant de Katepi Acide que de Césaire. Et puis Césaire, un rapport particulier parce que bon, Césaire, il a été très longtemps maire de Fort-de-France, quasiment roi de Martinique, tout simplement. On ne peut pas dissocier la Martinique d'Aimé Césaire. Et même, je dirais, de la Caraïbe, tout simplement. Je le mets, c'est quelqu'un qui a sorti de la Caraïbe de l'anonymat comme Bob Marley, quoi. C'est des figures caribéennes super importantes. Et puis ce qu'il a écrit, maintenant, c'est même si la négritude, c'est un concept qui est un peu passé, c'est un concept vieux maintenant, même si tout le monde y fait référence, mais ça y est, on est passé à autre chose. Il y a eu la créolité après. Il y a eu glissant, il y a eu confiant qu'on ramené d'autres concepts. La négritude, c'est assez passé. Mais ça correspondait à l'époque, à construire une pensée de l'époque, la négritude. Donc voilà, j'ai lu. J'ai pas tout kiffé de Césaire, parce que des fois c'est assez emprunté comme style, tout ça, tu vois. Mais Césaire, je te dis, c'est aussi un rapport c'est un rapport affectif, parce que Césaire, c'est la Martinique. Voilà. Et tu l'as découvert quand et comment, Césaire? Césaire, je l'ai découvert, je crois, quand j'ai commencé à faire du rap, quand j'avais 14-15 piges. Pour moi, Césaire, c'était le maire de Fort-de-France, en fait. Quand j'étais gauche, je ne savais pas qu'il avait écrit des trucs. Pour moi, c'était juste le maire de Fort-de-France, tu vois. Et après, quand j'ai commencé à m'intéresser au rap, bizarrement, j'ai connu Césaire en m'intéressant aux lectures des Black Panthers, de Malcolm X. Tu vois, c'est passé de l'autre côté, c'est revenu là. Parce que j'ai vu qu'il lisait Fanon, Césaire, voilà, que c'était des figures importantes. Et vu que je commençais à m'intéresser voilà, à toutes ces lectures, à savoir comment on se reconstruit une dignité en tant que noir en Occident, parce que c'était le parallèle que je faisais avec les Américains, ces lectures-là sont arrivées, quoi. J'ai connu Césaire, Fanon par le rap, en fait. Par le rap, pas à l'école ou ailleurs, par le rap. Et si tu as choisi cet extrait, est-ce que c'est parce que toi aussi tu revendiques une forme de colère créatrice, la colère créatrice dont parle Césaire dans le sample? Il vaut mieux, il eût fallu qu'elle soit tout le temps créatrice, même si pour moi c'est pas toujours le cas. Mais oui, je pense que c'est la meilleure façon de la canaliser, de la sublimer. Ouais. Même si parfois tu es dans les taux et c'est plus possible. Ouais. Voilà. Et Fanon? Et Fanon, Fanon, ça a été une tarte parce que Fanon, bon, déjà, c'était pas spécialement un romancier, c'était un psychiatre. Donc c'est plutôt des analyses psychanalytiques et c'était intéressant. Lui, Fanon, il parle de la névrose du nègre et des difficultés
des névroses et des difficultés mentales et psychologiques, ce qui se joue dans la tête. Et ça, j'ai trouvé ça super fort. C'est-à-dire qu'il a mis des mots sur des pensées que j'avais et que j'arrivais pas à figer, en fait. Tu vois, que ce soit dans Peau noire, masque blanc. C'était exactement ça, c'est-à-dire la forme de dualité qui peut exister chez les Caribéens, les complexes qui peuvent exister, l'omniprésence de la fabrication du noir et du blanc, l'omniprésence chez beaucoup de Caribéens du regard blanc porté sur eux, c'est-à-dire la difficulté de s'en défaire. C'est-à-dire, on doit en être aimé ou détesté, mais en tout cas, il est là, il est présent. Ça, c'était assez fort. Et puis les combats aussi qu'il a menés. Le fait qu'il ait décidé de partir lutter aux côtés des Algériens, tu vois. Bah, pour moi, ça a fait jonction avec des potes rebeux que je côtoyais. On a des héros en commun, en fait, et on ne le sait pas. Et ça, découvrir ça, c'était super fort. Se dire que Fanon est enterré en Algérie, se dire qu'il y a des rues en Algérie qui s'appellent France Fanon, bah c'est mortel, ça me réconcilie, ça fait une internationale coloniale, une internationale de gosses d'immigrés, tu vois, ça crée des jonctions avec des communautés qui sont soi-disant censées ne pas se fréquenter ou se détester, tu vois. Et là, je trouve qu'avec Fanon, bah, je trouve que c'est le symbole de héros qu'on a en commun et qu'on devrait tous porter. On devrait tous en être fiers, Rebeu, Renoir, Babtou, d'avoir Fanon. Parce que je trouve qu'il a à la jonction de ces mondes-là. C'est un Martiniquais qui n'avait jamais quitté son île et qui est parti combattre aux côtés des Algériens parce qu'il y a vu des frères. Parce que dans le traitement colonial, il a vu qu'ils étaient traités exactement de la même manière. Et que c'était plus ses frères qu'une certaine république qui s'imposait à eux. Donc je trouve ça fort. Je trouve ça, Fanon, je trouve que c'est un putain de symbole. Ouais, carrément. Même en temps, nous, ça nous faisait beaucoup penser à ça dans la manière aussi dont tu écrivais, notamment dans Libérer la bête. Tu l'as dit, en fait, il est psychiatre, Fanon, à la base, et je trouve que Libérer la bête, c'est, bon, je suis peut-être pas bien placée pour en parler, mais c'est une chanson qui stylise vraiment, je trouve, de la meilleure façon. Le côté ultra irrationnel qu'il y a dans le racisme, par exemple, et très psychologique, en fait, très interne, et en même temps, c'est une chanson, on l'a dit au moment de la séance, il n'y a aucune allusion explicite, on va dire, au racisme. Ça pourrait être n'importe quelle forme aussi de discrimination comme ça, un peu irrationnelle et tout, à part, bon, la fin, il y a quand même par les cervicales, ils ont lynché la curiosité tropicale, donc là, bon, clairement, c'est une référence historique et tout. Mais ouais, moi je trouvais qu'il y avait un lien avec Fanon aussi dans la manière dont tu prends en compte la dimension psychologique interne aussi. Voilà. Okay. Mais ça t'a influencé dans ton écriture, Fanon et Césaire ? Je sais pas. Non, je pense pas, parce que je sais que parfois quand surtout en France, il est de bon ton de dire qu'on a été influencé par des livres, parce que ça fait genre on a lu, tu vois. Donc du coup, on est intelligent, tu vois. Ça, faut dire en France. Si vous voulez escroquer la France, faut qu'un rappeur dise qu'il a lu des livres. Comme certains qui disent qu'ils adorent Roland Barthes, qu'ils lisent ça toute la journée et qu'ils adorent Brel, avec des vestes en velours. Moi, j'aime... c'est... Sans dire de conneries, enfin, Fanon ou Césaire m'ont autant influencé que, je sais pas, Nicky Larson, le collège Foufoufou, Redman, DITC. Enfin, c'est un mélange de tout, tu vois. Je suis pas plus... ce sont pas des mentors, c'est toute une culture hybride. Que, je sais pas, Las Vegas Parano, Elephant Man, tout ça, je mets tout au même niveau. Il n'y a pas la suprématie de la littérature sur le reste, sur la bande dessinée, ou la musique, ou le cinéma, c'est un tout. Tout m'a influencé. Nicky Larson, moi, honnêtement, c'est une influence dans ma vie. Ou Kenny Powers de Eastbound and Down aussi, tu vois. Des cons magnifiques, tu vois. Comme on peut être vraiment con dans la vie, c'est des choses qui m'ont influencé vraiment, mais vraiment, tu vois. Donc, oui, certes, Fanon, Césaire, les Black Panthers, Malcolm X, tout ça, c'est des gens qui m'ont fait, tu vois, me tenir debout. C'est-à-dire des gens qui m'ont aidé à dire, ouais, noir, c'est beau, c'est magnifique, marche la tête haute, tu vois. Ça, mais autant que d'autres personnages, tu vois.
Voilà, autant que, je sais pas, même si c'était un peu gnangnan et colon, autant qu'Arnold et Willy, tu vois. C'est un mélange de tout. Il n'y a pas la suprématie de la littérature. J'aime pas ça, c'est très français. Et encore une fois, il y a plein de rappeurs, ils vous escroquent avec ce délire de j'adore la littérature. Parce qu'ils savent qu'il n'y a que comme ça en France qu'on peut se faire aimer. Il faut dire qu'on lit des livres toute la journée quand on est rappeur. Ça permet de légitimer. Ouais, ça permet de légitimer. Parce qu'on nous voit tellement pas à cet endroit-là, on nous prend tellement pour des bas du front, tu vois, qu'il faut dire qu'on lit, tu vois. Voilà. Je lis, j'aime lire, mais j'aime aussi plein d'autres choses. Et il y a plein de choses qui m'intéressent et qui m'influencent. Et qui vraiment m'ont nourri, quoi. Plein de choses. Plein de choses, tu vois. Donc, et puis, Fanon et Césaire, il y a un rapport affectif aussi. Il y a une espèce de fierté de se dire que ce sont des intellectuels qui ont compté, qui viennent d'une île qui fait la taille de mon pouce à l'échelle du monde. Et ce qui est incroyable. C'est-à-dire, la Martinique, il n'y a même pas la place pour écrire le nom sur une carte, une map monde. C'est minuscule. Et pourtant, de cette île minuscule qui fait même pas la taille de Paris, sont sortis de deux penseurs qui ont compté, quoi. Et ça me rend assez fier. Oui. On retrouve l'hybridité aussi dans les références, quoi. Mais par ailleurs, je pense qu'il n'y a pas que les rappeurs qui nous escroquent, hein. En fait, nous aussi, hein, on fait genre, on n'a que la culture dominante qui nous inspire, qui nous influence. En vrai, on est influencé par énormément de choses, quoi. Exactement, et qui compte. Mais qui compte au même niveau. Je mets tout ça au même niveau. Peut-être sur l'humour. Bah oui, vas-y. Ouais, parce que justement, c'est vrai que par exemple sur le compte Twitter Kazé, il y a écrit le rap de Kazé est hardcore, noir, et incroyablement authentique, quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'on a une image souvent de ton rap, on va dire voilà, c'est très noir, c'est hardcore et tout. Et en fait, et tu dis tout ce que j'énumère n'a aucun humour aussi. Ouais, tout ce que j'énumère n'a aucun humour. Et en fait, nous, ce dont on s'est un peu rendu compte, c'est qu'en fait, il y avait de l'humour aussi. Et dans une interview aux Inrocks, justement, j'avais lu, et il demande « Ah ouais, mais en fait, t'es marrante et tout. » Et tu dis bah ouais, je crois que c'est « Je vis pas dans un cercueil » ou un truc comme ça. Et on n'a pas le même sens de l'humour. Et il y a c'est dans Mon plus bel hommage, par exemple. En fait, moi, je trouve que c'est une chanson... en fait, elle est super drôle. C'est une chanson, en fait, je sais pas si tu l'as, Benoît, on peut la faire écouter, mais c'est une chanson complètement ironique. Ça va être je vais dédier à la France mon plus bel hommage, le plus bel ongle incarné dans mes orteils, par exemple, des choses comme ça. Et ça revient à ce que... Enfin, excuse-moi de t'interrompre, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Mais ça, c'est un peu la vision un peu raciste et coloniale de la France, vu que le rap est en majorité pratiqué par des pauvres et en majorité par des Noirs et des Arabes, ou alors des Blancs cassés, avec la gueule à Ribéry. Tout d'un coup, à cet endroit-là, nous, on n'a pas d'humour. C'est-à-dire que si on dit qu'on va égorger quelqu'un, c'est qu'on va vraiment l'égorger. Il n'y a pas de second degré, on n'est pas des auteurs, nous. Tu vois, vraiment, les gens sont vraiment... Enfin, les gens les plus cons ou les plus ignorants sont vraiment disposés à croire tout de suite, sans analyser tout ce qu'on va dire. C'est-à-dire que si on parle de violence, c'est réel, c'est pas de la violence symbolique, c'est de la violence réelle, quoi. Si je dis que je lui ai coupé 12 bras hier, c'est vraiment j'ai coupé 12 bras. Mais c'est sûr, ils envoient les keufs vérifier, tu vois. Il n'y a qu'à voir tous les procès qu'il y a sur le rap. Exactement, on n'est pas des auteurs, tu vois. Par contre, Renaud, oui. Ouais, Renaud, ça va. Mais Sadek disait... Georges Brassens aussi. Oui, mais voilà. Dans ce morceau, Mon plus bel hommage, tu dis mon humour en ré mineur et quart de ton. C'est quoi en ré mineur et quart de ton? C'est façon de dire... je lui donne une gamme. Je lui donne... une gamme, en plus j'ai mis ça, c'est pour la rime, j'y connais rien. Ah oui, mais je me disais aussi à quoi ça correspondait. J'y connais que dalle, c'était pour la rime. Mais tu nous as escroqué. Je trouvais que ça pétait de mettre un truc lié à des notes de musique, mais c'était juste pour dire que même l'humour a ses gammes, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, ses tonalités. Oui, quand je te dis le morceau Je brûlerai, moi je le trouve marrant, mais c'est mon humour à moi. Ouais. Moi, c'est un morceau que j'aime bien. J'aime bien le dark, j'aime bien les humours grinçants. C'est aussi un peu l'humour vache. C'est un peu aussi ce qu'on a dans le 93. On est des sacrés cons, c'est-à-dire quelqu'un se casse la gueule, on rit avant de l'aider. Je sais pas pourquoi on fait ça, mais on fait ça.
Il y a une fonction d'égo, enfin je sais pas, hein, mais d'égo trip en fait. Ouais, il y a fonction d'égo trip. ouais, il y a un truc d'égo trip et puis il y a un truc, ouais, on pousse le truc. Moi, je kiffe les films d'horreur, je kiffe l'horreur gore, je kiffe les films gore. Ouais. Quand on était avec quand Fatch, on faisait nos mixtapes, toutes nos pochettes c'était plutôt tirées de films d'horreur. Nos textes c'était des allégories sur qui on allait égorger, qui on allait triper, qui on allait ventrer. Qui on allait viscérer, tu vois. Mais on kiffe, c'est jouissif de faire ça. Bah, si tu fais ça en France, c'est que ça doit être vrai. Personne n'y voit le côté symbolique, personne n'y voit le côté fictionnel, personne ne dit « Oh putain, c'est bien fait, c'est marrant ces scénarios qu'ils inventent ». Ça peut être que vrai, parce qu'on est violent, on est censé être des cons et violents. Donc tout le monde, enfin quand je parle du tout le monde, de ceux qui dominent et ceux qui ont la maîtrise de la parole, sont prêts à croire qu'effectivement, c'est vrai, on éviscère des gens, on les évente, on les étripe, on les pend à des crochets de boucher, ouais, on les vide de leur sang, ouais, effectivement, on fait ça, on le boit le sang. Ouais, bah, c'est le problème du droit à la fiction et puis du droit au deuxième, au troisième degré. Et Booba, il dit dans Temps mort, dans l'album Temps mort, je sais plus dans quel morceau, texte à prendre au degré 5. Ouais. Ma définition. C'est ma Voilà, définition. ma définition, merci. Ouais, moi je me rappelle d'une phrase de Sadek, un rappeur aussi que j'avais vu et qui dit un truc très juste. Il dit non mais en fait quand vous sortez d'un film de Tarantino, est-ce qu'après vous sortez avec une calage dans la rue? Non. Et en fait au cinéma on laisse le droit au second degré à Tarantino, on va lui laisser ce droit-là et le rap pas du tout. Et je pense effectivement que ça vient d'un mépris. Ça dépend. raciste et Ben classiste, ouais, ça dépend de qui fait le rap. Je veux dire, on a la gueule des émeutiers. Donc je pense qu'on a des gueules d'émeutiers, on a des gueules de djihadistes. On a des gueules de brigands, de délinquants, de grands bandits. Donc si on se met à écrire, c'est sûr que c'est vraiment nos vies qu'on écrit. Ça ne peut être que nos vies. Ça ne peut être que vrai. Pourtant, des fois, tu écris des trucs qui sont hallucinants. Tu vois, je te dis dans une interview, je ne sais plus, dans 99%, je ne sais pas ce que je raconte, et le mec des Inrocks, il me dit que le morceau est violent. Ouais. Alors que ce sont des mots. Je n'ai jamais tapé ni tué personne. C'est ouais, sortez-les de la Mais scène, là- dépecez tous les corps. et Ouais, tous les- dépecer tous les corps, donnez-les à ma chienne. Ouais. Et lui, il me dit que c'est violent. Ouais. Ouais. Donc j'ai vraiment fait ça, j'ai vraiment dépecé quelqu'un, je l'ai donné à un chien à manger. Mais t'es con ou quoi? Ouais, alors qu'en plus c'est très drôle, en plus la manière dont je sais pas. Tu peux rien faire, tu peux que ça aussi, ce genre de conversation, tu peux que les prendre que 70e degré et te dire qu'il est con. Lui, il te voit comme con, mais il n'arrive pas à penser, à imaginer que moi aussi, je me dis qu'il est très con. Tu vois. Donc en fait, on est deux à se regarder, à se dire qu'on est con. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas de conversation possible en fait. Ouais. Tu vois. Et puisque ce séminaire est un séminaire de style ici, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur ton usage du mot style et sur la conception que tu te fais du style. Et j'ai remarqué que souvent ton propre style, tu l'inscris plus largement dans une sorte de style collectif. Par exemple, tu dis « Je récapitule le même récital, mais avec ce style né au nord de la capitale. » Ça, c'est comme un couteau dans la plaie. Idem dans « Suis ma plume ». Va falloir suivre ma plume attentivement, capter la compétence de la rime, regarder le style de la banlieue nord s'exprimer encore. Et puis, bien sûr, dans le morceau Banlieue Nord, sur le premier album, j'aime mon code postal et son style. Alors, je me demandais, c'est quoi pour toi le style de la banlieue nord? Comment est-ce qu'on pourrait le définir? C'est quoi sa marque? Et au sein de ce style collectif, comment est-ce que tu te situes? C'est quoi ta patte, ta singularité, ce qui fait ta spécificité? Après, je ne sais pas si c'est parce que j'ose pas peut-être faire des ego trips et les prendre tout le temps à mon compte. Bon, des fois, j'ai un peu de problème avec le jeu et le fait de prendre à mon compte le fait d'avoir du style et que c'est peut-être plus facile de me cacher dans quelque chose de collectif. Mais c'est aussi que j'assume grandement le 93. Le 93, pour moi, c'est le laboratoire du futur. Voilà. Le 93, c'est l'avenir. C'est là où on trouve les plus grands hybrides. C'est là où vous verrez un musulman avec des locks. C'est là où vous verrez un turc faire du dancehall. C'est là où vous verrez une petite blanche aux yeux bleus voilée en train de faire du twerk. C'est le 93, c'est particulier. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'ethnies, de communautés, de gens différents qui se côtoient que ça crée des rencontres chimiques incroyables. Et vraiment, je trouve que c'est stylé. Ça a grave du style et de la vibe. On a du style comme jamais. La manière de parler, de marcher, de s'énerver, la mauvaise foi qui va avec, le rap, je sais pas, la manière de bouffer, l'humour. Enfin,
Je trouve que le 93, c'est vraiment c'est le laboratoire de la France et c'est son pire cauchemar. C'est-à-dire que même quand tu viens du 78, on te voit à Rennes, on dit c'est un mec du 93. C'est le stigmate, c'est le marqueur de la banlieue, le 93. Quand les banlieusards vont en province, un bandit, ce sont des gens du 93. Parce que le 93, à lui tout seul, c'est un marqueur de l'hybridité, de la banlieue, de tous les mots qu'on peut imputer aux minorités, c'est le 93. Et c'est vraiment c'est un territoire que je revendique parce qu'il m'a appris plein de choses. J'ai pas autant voyagé qu'en étant dans le 93 en fait. C'est autant appris de langue étrangère, autant appris qu'en étant dans le 93 en fait. Voilà. C'est aussi super relou. Hein, vraiment, c'est un département qui autant je l'aime, autant je le déteste. Voilà, parce qu'on peut te voler ton paillasson, tu vois. Tu vois, des fois c'est des trucs de ouf, quoi. C'est spécial, tu vois. Peut t'embrouiller parce que l'autre il trouve que tes jambes ils sont trop écartées dans le bus. Enfin, tu sais, ça peut se terminer à coup de surin. Enfin, c'est que des conneries. Mais c'est ce mélange-là. Je trouve que ce département, c'est le département de l'avenir. Voilà. Mais ça, il y a cette revendication du collectif. Et en même temps, nous, en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que dans ta scansion, vraiment la manière dont tu scandes, dans ton flow et tout, il y a une spécificité de ta scansion par rapport à d'autres rappeurs du 93 ou à d'autres du 9-2 et même l'époque Time Bomb et compagnie. Justement, il y a des chercheurs qui définissent qu'au moment de Time Bomb, la scansion, elle va passer d'un truc très articulé où on entend toutes les syllabes à typiquement Booba qui avale toutes les syllabes, qui fait des ellipses syllabiques, donc il enlève tous les E et tout. Et nous, ce qu'on a remarqué, c'est que toi, tu avais justement cette scansion tu revenais en fait à une scansion très claire, où on entendait toutes les syllabes et tout. Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Ça, consciemment, j'y ai jamais vraiment réfléchi, mais ouais, je crois que c'est peut-être mon côté bon élève. Je veux bien dire les mots. Je crois que c'est ça. Alors, il y en a qui ça doit faire chier parce qu'effectivement, j'ai pas la patate chaude dans la bouche. Donc, c'est peut-être pour certains moins stylé. Mais j'ai l'impression que ça vient de là. Je sais pas, j'ai envie de bien dire les mots. Donc, ouais, c'est vrai des fois, on m'a dit ils sont très articulés. Ou des mecs de mon quartier m'ont dit il y a trop de mots des fois. Non, ils m'ont dit ouais, toi, c'est bien, mais t'as vu, il y a trop de mots. J'ai dit t'inquiète cousin, je vais en enlever. Je sais pas, tu vois, c'est le côté inconscient. Je pense que c'est peut-être un côté et puis c'est aussi parce que avec les allitérations, vu que je fais beaucoup d'allitérations, tu peux pas bouffer les mots, sinon tu les entends pas. Tu n'entends pas le côté percussif de l'allitération. Ouais. Si tu n'articules pas, tu peux pas te rendre compte de l'allitération. Elle perd de sa force, puisque c'est que des syllabes qui s'imbriquent et se désimbriquent les unes entre elles de mot en mot. J'ai l'impression que c'est aussi peut-être... Enfin, là, je suis en train d'analyser pendant que je te réponds, hein, j'ai jamais cogité, mais j'ai peut-être l'impression que c'est peut-être aussi pour ça. Ouais. Voilà. Que c'est l'allitération qui fait ça. Parce que je ne peux pas bouffer les mots sur des allitérations, sinon elles n'existent plus du coup. Ouais, c'est une manière de les scander comme ça, de donner plus d'effets sonores aux allitérations. Je pense que ça doit être ça. Ce qui est très intéressant, je trouve, dans une interview, c'est que tu dis les allitérations, les assonances, c'est devenu ta manière d'écrire, mais tu dis que c'est aussi ta manière de penser. Ouais, c'est-à-dire dès que je me mets... Ça devient un mode de pensée. Ouais, dès que je me mets à réfléchir ou à rapper, ou même des fois, ça peut arriver même juste en parlant, en blaguant, je me rends compte que j'en fais. Mais c'est un jeu en fait. C'est devenu le jeu qui me fait écrire. Sinon, je pense que même que j'arrive pas à écrire sans allitération en fait. C'est une sorte de tremplin. Ouais, de carburant. Voilà. Chacun a sa façon d'écrire. Moi, pour tirer le fil de la pelote et quelque chose se mette à venir, il faut que je commence par une allitération, sinon il n'y a rien qui vient. Faut que je fasse s'imbriquer deux mots, se désimbriquer deux mots ou deux sonorités pour que ça me donne le fil. Des fois, c'est même les allitérations qui construisent le sens de la phrase, en fait. Ouais. Des fois, je me rends compte que la phrase a un sens de par les allitérations que je viens de faire. Et des fois, je découvre le sens en finissant le jouer avec les mots. Calane. Voilà.
Ouais, de fil en aiguille, Voilà, comme ça, et les tac, sonorités qui voilà. s'engendrent les unes et les autres, Les- c'est ce que disait là Christophe Rubin dans l'article dont on a parlé tout à l'heure. Il dit que c'est le cyclone qui s'engendre lui-même, c'est des cyclones de sonorités. Voilà, sorte c'est de ça, mouvement ça spirale. devient un jeu, et puis le jeu en lui-même, bah, il produit son propre sens en fait. Parfois, pas tout le temps, c'est pas toujours des résultats heureux, des fois c'est claqué, mais ça arrive que ça se passe comme ça. C'est les mots que j'imbrique les uns avec les autres qui commencent à me donner le sens et qui me donnent la direction de la phrase, et puis après la direction du couplet, et puis après la direction du texte. Ouais, parce que donc tu pars d'un mot comme ça pour écrire. T'as pas forcément d'idée directrice en tête avant de Non, commencer des à fois écrire. ça arrive, c'est rare que j'ai une idée. Je me dis bon, j'aimerais écrire là-dessus. Mais des fois, c'est comme quand, je sais pas, t'as vu, je pense que vous, c'est pareil quand vous écrivez votre thèse, vous commencez par faire beaucoup de gribouillis ou faire un pendu ou un morpion. Mais mine de rien, ça aide à se concentrer en fait. C'est le point de départ d'un truc. Des fois, le point de départ, la phrase que j'ai écrite ou les 4 premières phrases, elles seront même pas dans le texte. Mais c'est juste, il faut bien me pousser au cul pour qu'il se passe quelque chose, sinon il va rien se passer. Sinon, je ne vais pas écrire. C'est-à-dire que j'aimerais que le texte, je l'ai, enfin, j'ai toujours ce fantasme d'avoir le texte directement dans la tête et d'écrire, parce que franchement, pour moi, écrire, c'est chaud, quoi. C'est pas spécialement la fête. Donc, ça commence par jouer avec 2 mots. Je vais commencer maison, saison, usé, saisi, tu vois. Puis voilà, et puis le jeu se met en place, paralysie, par ici, paresseux. Tu vois, donc c'est maintenant en fait des phrases, tu prends voilà, des mots, des mots, après tu les commences mets à faire ensemble, des trucs, tu et les puis voilà. accouples en Mais c'est quelque juste pour sorte. te mettre en état de marche. C'est juste un état. Une sorte d'échauffement. Voilà, un échauffement, c'est pour se mettre en état de marche et pour commencer à bosser. Sinon, il ne va rien se passer. Sinon, j'en branle pas une. Tu vois. Voilà, mais en même temps, c'est un exercice mental qui se met en place, et puis du coup, ça rend le truc un peu ludique. Ça m'enlève un peu de pression de putain, il faut écrire, il faut torcher le truc, ou c'est chaud, ou alors ça m'enlève la pression de me regarder, de me dire, parce que bon, voilà, je n'ai pas super confiance en moi, et de me dire putain, c'est pété. Parce que moi, si je me regarde trop, c'est toujours nul. Tu vois. Avec les mots, je me dis, bah, c'est pas un texte que j'ai écrit, c'est un jeu que j'ai fait. Tu vois, je me dis, c'est un jeu que j'ai fait. Après, la différence, c'est que je me dis, ton jeu, il faut quand même qu'il veuille dire quelque chose, quoi. Tu vois. C'est pas juste un jeu, on met des mots pour faire claquer, pour faire claquer à l'oreille, pour que ce soit joli, il faut que le sens soit là. Mais le sens, il est presque là tout seul, parce que c'est ce que tu as en tête. Enfin, c'est ton placement dans la vie, dans la société, c'est ce que tu as en tête. Donc, de toute façon, le sens, il viendra parce que tu as envie de dire quelque chose. Mais ça passe aussi par le jeu. Il faut que ce soit ludique, et puis il faut que ça ait du flow. Les allitérations, pour moi, ça permet de rebondir. Bah, tic, tac, tac, tu vois, ça permet. T'écris avant les instrus ou t'écris après avoir écouté des instrus? Non, j'écris sur les instrus. J'essaye d'écrire sur l'instru et d'aller avec, de trouver. Bah, c'est ça qui est marrant, chaque rappeur a son flow. Quand vous regardez les dubplays jamaïcains, il y en a un qui sort, il est à la mode, et puis tout le monde va poser dessus. Il y a 50 mecs qui vont faire 50 versions. Bah, c'est la version qu'ils ont dans le cerveau. Et c'est ça que je trouve mortel. C'est-à-dire, tu donnes un instru à 40 rappeurs, il y aura 40 versions différentes parce qu'on ne l'a pas entendu de la même manière. Donc on ne va pas le débiter de la même manière, on va pas construire le même cycle. Ça, c'est. Voilà, des fois, tu cherches un cycle, des fois, tu fais du yaourt aussi. Tu vois, tu es là, j'aimerais faire. Puis après, tu es dans la merde parce que ton truc, il faut mettre des mots dessus, tu vois. Mais ça commence déjà comme ça. Ça commence par une manière d'appréhender l'instru, tu vois, de la faire bouger, de l'accélérer ou de la ralentir. C'est ça le travail du flow, c'est accélérer l'instru ou la ralentir. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que cette manière de fonctionner à partir de sonorités aussi, moi je trouvais que c'était super visible dans Rêve illimité, parce que Rêve illimité, il y a illimité, l'adjectif, et en fait les sonorités qu'il y a le plus dans Rêve illimité, c'est le i, le t et le e, quoi. Il y a plein de mots comme ça qui reviennent, et du coup ça confirme. C'est ça, c'est le jeu, mais après il faut, enfin pour moi, il faut qu'il ait un sens, faut que ça flow. Et il faut que j'ai dit quelque chose. Ouais. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, pour Rêve illimité, on avait vu la semaine dernière que c'était très très bien construit au niveau des rimes. Je ne sais pas si c'est totalement délibéré, mais tu commences par être de chair et de sang au début du premier couplet. Et ensuite, on va retrouver le mot sang dans les mots à la rime, innocent, absent, adolescent, intéressant. Puis après, tu vas changer de rime, on va perdre cette rime en sang. Et puis, tout à la fin du
du premier couplet, ou dernier vers du premier couplet, le son va ressurgir et tu dis « je ne peux pas faire sans ». Donc il y a une sorte de retour du sang et puis c'est exactement le même système pour le deuxième couplet. Tu commences par « et je suis dissipé mal dans ma peau » et on va retrouver la peau dans les mots à la rime, drapeau, crapaud, troupeau. Puis là encore tu vas changer de rime et la peau elle va ressurgir au dernier vers. Je veux juste m'occuper de taper mon propre tempo. Et en plus de ça, là je ne sais pas si tu en as conscience, mais il y a ce qu'on pourrait appeler en quelque sorte des rimes inversées ou des rimes en verlan dans ce deuxième couplet parce qu'on retrouve la syllabe peau mais à l'envers, hop, dans copie, épopée, estropié, développé. On a vraiment la syllabe peau à l'envers. Ça, franchement, tout ça, je l'ai fait exprès. Non, sérieux. Non, sérieux. Et c'était une prise de tête de ouf. Ouais, j'imagine. Et en plus, voilà, le sang et la peau, c'est vraiment lié, c'est vraiment physique. C'est la chair, le corps du rappeur qui remonte à la surface. Le cycle des rimes, en fait, c'est tous les 4 mesures. T'as 100, nanani, nanana, après ça part sur un autre truc, et après, à la 8e, puisque la dernière, le couplet 16 mesures, 8e mesure, on revient sur le 100. Après, c'est IP, OP, 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 APO, et on revient dessus. C'était une prise de gueule de ouf. Ouais, j'imagine. Et puis, en plus, c'est très bien construit parce que le premier couplet, deuxième couplet, donc c'est la chair et le sang, et donc c'est le corps. Et puis troisième couplet, c'est à mon idée, donc c'est l'esprit. Donc on a à la fois le corps et l'esprit. Ça j'ai pas calculé. Ça c'est ton analyse, tu vois. Dis que tu l'as calculé. Non, ça j'ai pas calculé, mais toutes les allitérations qui reviennent, toutes les 4 mesures, ça je l'ai calculé pour la sonorité. Oui, tu travailles énormément les rimes, et ce qu'on avait remarqué, c'est que, bon, je voudrais dire quelque chose encore sur les rimes. Dans ton couplet sur mes doutes qu'on a écouté au début de la séance, tu dis « me parle pas de féminité, j'ai du poil plein les aisselles ». Je vais te laisser tes hypothèses sur la dentelle, la vaisselle. Alors, je ne vais pas te parler de féminité, mais de rimes féminines. Et il y a des morceaux où tu utilises énormément de rimes féminines. Et il y a 2 semaines, on a beaucoup parlé de Tragédie d'une trajectoire. Et on a vu que dans ce morceau, la majorité des rimes, c'est des rimes féminines, c'est-à-dire des rimes qui se terminent par un E, par un E muet. Et toi, je trouve que ton originalité, c'est que très souvent, tu fais entendre ce E dit muet ou dit caduc. Et tu le prononces vraiment un peu comme à la manière des chanteurs français de l'époque. Et ça, c'est aussi très flagrant dans un couplet que tu poses sur un morceau avec Al et Ekoué. Ça fait mal quand même. Et dans ce morceau, bien sûr, Ekoué utilise aussi des rimes féminines, mais il ne va pas les faire ressortir. Il ne va pas prononcer le E, alors que toi, tu vas vraiment le faire. Alors, je voudrais juste vous faire entendre la différence. Qu'on écoute le couplet d'Ekoué et le couplet de Kazé. Pour entendre la différence, et puis après tu vas nous dire si là aussi c'est délibéré et comment tu te sers de ces rimes féminines pour apporter de la musicalité à ton flow. Qui part avec l'équipe, personne qui repart en slip, qui aurait pensé que Steve vous aurait à la bonne, le souffle d'une arme à feu, qu'est-ce que tu parles de flow, laisse la famille en paix, comme un colis suspect, le prix du brut atteint des sommets vertigineux, celui des langues de pute, même pas la hauteur de ma queue, gens qui incessent dans la vue, viens faire un tour dans le 93 ou dans le 7-8, apprendre à bousiller une instru, alors faites vite. Tellement sur 2, les jeunes pousses de traviole, passe du rap à la tectonique, enfile des vrais sacs de ta fiole. Génération coup de ceinture par le daron, qui rentre faire la vaisselle, nettoie la semelle de ses crampons. Dédicacé à Al-Nabil, Adil, Rafat, matière première jugée difficile et à extraire de cette terre ingrate. Démagogie et code Michel, ça fait un bec de dentelle. Serre les dents, serre les fesses, ferme les yeux, mais ça fait mal quand même. Et ça fait mal quand même, et ça fait mal quand même. T'inquiète, c'est pour ton bien, c'est comme ça qu'il te ramène. Méfie-toi, défends-toi, débat-toi, mais ça fait mal quand même, et ça fait mal quand même, et ça fait mal quand même. Si j'écris en toutes lettres mon spleen et mon mal-être, c'est que j'ai peur de voir les miens disparaître, et que j'endure les coups durs et les coups de traître, et ces mauvais quarts d'heure de mes torts à admettre. Donc je laisse à d'autres le soin de faire des hits, et ces soirées délirantes à boire des litres, sucer des bites, et puis même lécher des potes, ou comme par hasard tout le monde est pote ou cohabite. Moi je suis la brute qui braille et puis chahute, cette brave bête que jamais personne n'achète. Et sur ma tête, je te jure ils veulent m'abattre, car je nie la blancheur de Jésus et Cléopâtre. Donc je préfère péter les vitres ou sauter les fenêtres,
tu apprends à connaître. Écoute Alcazet, brave gens y écrase. La rumeur, matière première en fâche, la pire des jeunes. Démagogie et code Michel, ça fait un bec de tandem. Serre les dents, serre les fesses, ferme les yeux, mais ça fait mal quand même. Et ça fait mal quand même, et ça fait mal quand même. Voilà, donc vous avez pu entendre les E, hein, et puis parfois tu mets des E aussi à des mots qui ne se terminent pas forcément par un E, et tu fais vraiment ressortir. Et je me demandais, est-ce que c'est délibéré? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que j'ai l'impression que la musicalité de ton flow, que tout le monde souligne, j'ai l'impression que ça tient aussi à ça. C'est vrai que là, en réécoutant, c'est super marqué. Je sais pas. J'ai pas. En réécoutant, effectivement, c'est super marqué. Et c'est vrai, même, je fais pas beaucoup d'ellipses. Par exemple, je fais pas souvent des je te. Ouais. Moi, je fais je te. Ouais, Tu vois, je crois que ça doit être encore le côté bon élève, quoi. Je veux bien articuler, bien marquer. Bien marquer le truc, peut-être pour les allitérations. J'avais jamais trop cogité à ça, je le fais assez naturellement. Le tre, connaître. Parce que là, on Connaître. sent vraiment la différence avec Ekwe. Connaître, ouais. Tu fais pas dans tous les morceaux, mais voilà, là c'est vraiment très flagrant. Ouais, là c'est super marqué. Tragédie d'une trajectoire aussi. Il y a des morceaux comme ça où il y a vraiment énormément de rimes féminines. Ça. Il n'y a pas de sens. Non, pas spécialement. Je sais pas, il y a peut-être un sens inconscient, caché, psychanalytique, je sais pas. Moi, moi j'avais un peu déliré sur ça et je m'étais dit en fait c'est la question de l'intégrité en fait, l'intégrité au sens authenticité et j'assume tout. J'assume tout, donc je dis toutes les syllabes et on comprend chaque chose que je dis. Peut-être, c'est ton interprétation. Là, j'ai l'impression, moi, c'est que je veux... je te dis, c'est peut-être un côté bon élève. Je veux dire tous les mots, tous les trucs. J'ai peut-être encore des résidus comme ça de la classe où on prononce bien, on épelle correctement. Tu vois, j'ai peut-être ce truc-là, tu vois, parce que je te dis, par exemple, moi, je fais le je fais pas d'ellipse. Je mets pas souvent d'argot aussi, tu vois. Je mets pas souvent d'argot, je mets pas souvent de gros mots aussi. Mais c'est peut-être aussi une manière d'aller contre les clichés qu'on a habituellement sur le rap aussi. Par la manière après, je sais pas, j'ai l'impression que tout ce qui est de l'ordre de ce qui peut être percutant ou violent, c'est pas nécessairement, ça se joue pas nécessairement avec... J'ai l'impression que quand j'écris, c'est une autre langue aussi. Enfin, parce que même la façon dont j'écris, c'est pas la façon dont je parle. Quand je parle, je fais les jeteux, je dis des conneries, je dis des gros mots. Mais au moment où j'écris, c'est une autre langue. Je n'écris pas comme je parle. Et je pense que c'est un truc que j'assume et qui me plaît de manier, d'inventer une langue, un lexique, enfin quelque chose de différent. Moi, c'est vrai que j'écris pas comme je parle. Et dans quelles conditions est-ce que tu écris? Comment tu t'y prends? Est-ce que tu as un rituel d'écriture? Sur quoi tu écris? Est-ce que tu écris beaucoup? Est-ce que tu réécris? Non, mon rituel d'écriture, c'est de me prendre grave la tête. C'est-à-dire ça prend des plombes, ça prend des semaines, ça prend des jours. C'est de me dire que je vais jamais y arriver, que c'est mort, il faut arrêter le rap, que c'est cuit, enfin voilà, je vous passe même les détails, c'est n'importe quoi. Et puis après, soit je me réveille 3 jours avant une séance de studio et là je me rends compte que j'ai 19 morceaux à faire. C'est n'importe quoi, mais c'est mon mode de fonctionnement. Il faut que ce soit une tragédie, un drame. Il faut que ce soit relou. Tu vois, j'arrive pas à écrire dans la détente. Tu vois, j'ai des potes, ils écrivent tous les jours, ils écrivent en mangeant des chocobéennes, tu vois. Ils sont là, ils sont frais, ils écrivent avec des shorts à fleurs sur une planche de surf. Moi, il faut que ce soit un truc qui prenne la tête de ouf. Et où je me dis pourquoi je me mets dans cette merde et je vais jamais y arriver. Voilà, ça se passe que comme ça. Que en mode pression en fait, c'est comme les devoirs à l'école. T'as une rédaction, je la fais. Voilà, je la fais, je me lève à 3h du matin alors qu'il faut la rendre à 8h. Voilà. Bah, il n'y a que comme ça que la rédaction, j'arrive à l'écrire. Bah, là, c'est la même chose. Je crois, Et t'écris sur quoi? T'écris sur du papier, sur un ordinateur? Sur du papier, parce que c'est marrant avec les ordinateurs ou les téléphones. Moi, ce qui me dérange, c'est le fait d'effacer le brouillon. C'est-à-dire que tu viens de penser à un truc dont tu te dis que c'est mauvais, mais du coup, tu l'effaces et il ne reste plus. Moi, j'ai besoin de la trace. Donc, c'est des cahiers où il y a plein de bordel partout, avec des flèches, des mots, enfin, c'est des rébus des fois. Mais
C'est comme si j'ai l'impression il faut que je garde faut que je garde le labyrinthe, le passage par lequel je suis passé pour finir. Parce que des fois, t'écris des conneries. À la finale, tu as besoin d'écrire les 12 rimes que tu as écrites. Tu te rends compte que c'est la 13e qui est mortelle et qui deviendra la première. Mais du coup, ça me plaît d'avoir ces traces-là et de garder. Et des fois, je retombe sur des cailloux, des trucs. Je me dis, alors je m'étais dit que j'avais éliminé. Je m'étais dit que c'était pété. Parce que je me dis toujours que c'est pété. Et des fois, après, tu as un peu plus d'indulgence avec toi. Longtemps après, tu te dis non, ça va, c'était pas si pété que ça. J'ai besoin de garder les traces, en fait. Donc, c'est avec crayon ou stylo. Tu vois, il faut que j'ai le brouillon. Il faut que je sache pas où je suis passé, en fait. J'ai besoin du brouillon. J'ai besoin du brouillon. Il y a une valeur affective peut-être aussi avec le papier, le stylo, non? Ouais, c'est peut-être aussi un peu le côté scolaire, bon élève, tu vois. On écrit avec le stylo, le papier, le cahier. En plus, moi, des fois, je fais des trucs de bébé, je vais m'acheter un beau cahier, tu vois, avec un beau stylo, j'ai une petite trousse en daim, tu vois. Dans la trousse, il y a plein de stylos, j'en ai des rouges, des bleus, il y a des gommes, des trucs, tu sais. Comme ça, je suis en préparation. Des fois, il ne se passe rien. Mais pour moi, c'est comme si, ouais, c'est bon, ça va, tu vois, si j'ai le bon matos, c'est que ça va aller, ça va le faire. J'ai un cahier rouge, ça c'est pour quand le brouillon. Le bleu, c'est quand je recopie au propre, tu vois. Ah, il y a vraiment un truc scolaire. Voilà, ouais, un truc scolaire, un rituel scolaire. Tu sais, là, c'est sérieux, on va travailler. Là, c'est sérieux. Mais je pense que ça me rassure aussi de me dire j'ai acheté un cahier neuf, tout ça. Tu sais, à chaque fois que je fais un projet, j'achète un cahier neuf. Des fois, le cahier, il est là, il galère, il prend la poussière, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Il y a un petit côté, Enfin, moi, je suis pas très détendu, quoi. Je suis pas dans la détente. C'est pas tout le temps fun, quoi. Tu réécris beaucoup? C'est oui. Un seul jet? En fait, j'essaye de ne pas faire ça, sinon ça s'arrête jamais. Sinon, le premier maxi, j'y serai encore. Donc en fait, c'est peut-être pour ça aussi que je fais les choses à la dernière minute. Comme ça, je sais que je ne peux pas revenir dessus. Sinon, je les fais pas, en fait. Donc sinon, je passe mon temps à réécrire. Mais à un moment, c'est n'importe quoi. Ça tourne à la folie. C'est la maladie du point final. Tu n'arrives pas à finir. Et des fois, il faut accepter que c'est juste un truc que tu écris sur le moment. Et que, ouais, bah, peut-être que tu te trouveras médiocre plus tard ou mieux, mais il faut accepter que c'est juste un truc que tu as écrit sur le moment et qu'il a la gueule du moment et que c'est pas grave si c'est pas très bien ou c'est... Tu vois, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse le truc. Non, mais ça n'existe pas. Donc du coup, j'essaye de ne pas m'imposer trop de réécriture et de faire quelque chose à part, bon, tu as vu Rêve illimité, là, j'avais une idée de faire des trucs et des machins. Donc je me suis pris la tête pour celui-là, mais il y en a des fois, c'est fait comme ça en AG, il y en a des fois c'est fait direct en studio, avant de poser. Il y en a des fois c'est une galère, tout le monde a posé et tout le monde me regarde de travers parce que j'ai pas fini d'écrire. Voilà, et puis il y en a des fois c'est un peu à l'avance quand tu as une idée, il n'y a pas de règle, mais quoi qu'il en soit, j'essaye pas trop me regarder, sinon c'est mort en fait, c'est mort. Et dans la version finale, comment est-ce que tu disposes le texte sur la page? Est-ce que tu fais ça un peu comme Virus? Je ne sais pas si tu as vu les textes de Virus, tout en bloc, tout à la suite, ou est-ce que de manière donc, horizontale, ou est-ce que tu fais ça de manière verticale comme des vers? Moi je fais vertical comme des vers. D'accord. Ouais, j'ai besoin de voir parce que ton texte c'est comme une portée en fait, où la rime s'arrête, par exemple si je fais tac, tac, bah, faut que le tac il soit là. Parce que quand je le lis, tu vois, j'ai besoin de... C'est comme une portée, je lis le texte et même pour l'apprendre, c'est plus facile pour moi. Donc je les écris en versifiant en fait. Ça me donne ça me donne le chemin de la versification en fait. Et comme tu as pas mal collaboré avec un certain nombre de rappeurs au sein de tes collectifs, En Fâche, la Social Club, mais aussi avec La Rumeur, est-ce que quand il y a des collaborations entre rappeurs, est-ce qu'il y a une intervention d'un rappeur dans le couplet de l'autre? Est-ce que toi tu interviens dans le couplet de l'autre ou est-ce que tu demandes des conseils? Est-ce qu'il y a une forme d'écriture collective En Fâche, dans la Social Club À Social Club, on se donnait des idées. Et après, on se donnait des idées, juste les idées, mais non, on n'est jamais intervenu sur les textes des uns et des autres. Je pense que les rappeurs, ils ont trop d'ego pour ça. Vraiment, ça peut devenir l'embrouille du siècle. Comment tu me parles? Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi tu me dis mon texte? C'est mort. Faut lâcher l'affaire. Faut pas dire à un rappeur, faut pas lui parler de son texte. Voilà. Pas trop.
Après, ça arrive, parce que des fois, ça arrive, le français, c'est une langue dure, ça arrive qu'il y ait des syntaxes hasardeuses. Mais ça devient la blague de ouf, tu vois. Par exemple, moi, un jour, j'ai fait ce monde perverse. Bah, jusqu'à présent, je me fais chambrer avec ça, avec ce monde perverse, tu vois. Voilà. Mais en général, non, je pense qu'il y a un peu trop, il y a une espèce de... Ouais, il y a une espèce de rapport jaloux à son texte, tu vois. Et puis ton texte, c'est toi, tu vois. Il y a une espèce de prolongation, c'est toi, tu veux pas qu'on... Même si avec les uns et les autres, enfin surtout avec Enfache, parce qu'on est très proches, on se critique sur nos textes sans problème, mais on s'en fout. Enfin, je veux dire, lui, je lui dis que son texte, ouais, celui-là, il est pété, mais il en a rien à foutre, tu vois. Ou moi, souvent, on me dit, mais toi, rien que tu chiales, tu vois. Mes potes, c'est, encore un texte, ça va pleurer, ça va chialer. J'ai mal, ils se foutent de ma gueule, mais je m'en fous. Mais... Tu tiens pas compte des suggestions, des conseils? Ouais, j'en ai rien à foutre, je m'en fous. On s'en fout, tu vois. On est là. C'est plus les suggestions ou autres, c'est plus à travers des conversations qu'on a hors truc, tu vois, où je pense qu'on s'échange des idées, des choses. Mais au moment d'écrire, écrire, c'est aussi un truc un peu spontané, inconscient, et ça va tellement chercher loin dans des trucs qui sont tellement perso que tu peux pas régenter ça chez quelqu'un, tu vois, parce que il y a de l'ordre de trucs que toi t'as pas vécu, ça passe par des filtres qui sont que des trucs propres, donc tu peux pas régenter ça. Voilà. Mais je te dis, voilà, c'est surtout de la chambrette, en fait. On se fout de la gueule des uns et des autres sur des rimes qui n'ont pas de sens, parce que des fois, il y a des rimes qui n'ont aucun sens pour la rime, et tu tues quelqu'un, quoi. Moi, je sais qu'on avait un pote, il avait écrit une fois, et je vis, je vois, l'aveuglement sans voix, tu vois. Voilà. Jusqu'à présent, on lui parle de l'aveuglement sans voix. Est-ce que tu pourrais nous parler de la genèse d'un morceau précis, nous expliquer comment tu t'y es pris pour écrire le texte, pour le mettre en musique, les difficultés rencontrées, en prenant un exemple? Souvent, par exemple, ouais, je peux parler par exemple de Libérer la bête. Libérer la bête, c'est parti de l'instru. C'est une espèce de truc un peu martial, militaire, tu vois, il y avait ce truc-là, et je me dis, putain, on dirait une battue, une chasse à l'homme. Tu vois, ça a commencé comme ça. Je voyais une battue, une chasse à l'homme, et c'est ça qui m'a donné l'idée d'un texte sous forme de track. Tu vois, Libérer la bête, c'est une track. On traque, on cherche une bête, un animal. Tu vois, et ça, c'est l'instru qui m'a donné ça. Tu vois, vraiment, celui-là, c'était vraiment ça, parce que je tournais autour. C'est ce que m'inspirait la musique, en fait. C'était ce côté, tu vois, un peu lourd, des gens qui avancent comme ça, armés, tu vois, dans les broussailles, dans les buissons qui défrichent, tu vois. J'avais ce truc. Et je me dis, ouais, ça, c'est comme ça que c'est venu. C'est venu, ouais, c'est une chasse à l'homme, c'est une bête. On cherche un animal, on le traque. Et puis après, tout le texte est tourné autour de toute l'allégorie de la chasse, de la battue, quoi. Donc, celui-là, c'est peut-être celui qui a été sur lequel, voilà, c'est le plus marquant, enfin, comme point de départ. Où vraiment, j'ai cherché, je ne savais pas comment me figurer le truc, mais c'était ça. La musique, c'était ça. Il y avait un côté martial, militaire, sombre, dur, avec le souffle, tu vois, j'entendais un souffle. Voilà, ça, c'est arrivé comme ça. Il est très physique, ce morceau, ce qu'on disait. Et du coup, au niveau du mot, tu disais que souvent c'était un mot germe, qu'ensuite qui allait se développer. C'était quoi le mot germe de ce morceau, si c'était la première phrase, puisque vu que c'était la chasse à l'homme, la bête, tout de suite ça a été d'incarner la bête, et la première phrase c'était « J'appartiens au cheptel ». Voilà. C'est assez curieux parce qu'au début, donc c'est le pronom personnel je, et puis après tu changes. Je change. Troisième personne. Pourquoi est-ce qu'il y a ce changement, ce glissement du personnage? J'ai pas fait gaffe. Je m'en suis rendu compte après que effectivement ça partait en jeu, en nous, mais la première phrase c'était ça. C'était j'appartiens au cheptel, et à partir de là, étable, tu vois, tout le lexique autour de l'animal en fait. Voilà. Et après même le refrain, ça a été après les couplets, en fait. Le refrain, enfin, ça c'est moi, je me trouve nul en refrain, je sais pas faire des refrains. Alors souvent, la planque, c'est de faire un scratch. Et je trouve que, mais c'est vrai, j'admire, il y a des rappeurs que je kiffe, je trouve que putain, ils ont le sens du refrain, ils arrivent à faire. Moi, je me trouve pété en refrain. J'en ai fait peut-être un ou deux que je trouve valables, sinon le reste, je les trouve grave claqués.
Mais voilà, c'était ça. C'était la première phrase. C'est la première phrase qui m'a donné le fil du texte. Le cheptel. Cheptel. Et tu nous disais tout à l'heure que tu te faisais des marges avec des mots. Voilà, je me fais des dicodrimes en fait. C'est-à-dire que je vais mettre cheptel et puis après je vais chercher toutes les terminaisons en tel, cheptel, hôtel. Bon là ça va pas marcher dans libérer la bête donc je vais l'éliminer. Tu vois. Mais tu n'utilises pas de dicodrime. J'en ai un dicodrime. Ça m'arrive au début, on m'en a offert. J'ai un pote qui il y a longtemps m'a offert un dicodrime et au début je le consultais, mais en fait c'est casse-couille parce que ça, le mot, regarder les mots ne te donne pas la phrase. Je ne sais pas comment t'expliquer, c'est-à-dire que tu peux te dire oh, j'ai tel mot, mais il faut les mettre dans un sens. Et ça, il n'y a que la vibe et comment tu es en train de jouer avec qui va donner le truc. Et tu te rends compte que en fait, tu arrives à trouver les mots sans prendre le dico. Et que consulter le dico, ça te casse le rythme de ta pensée en fait. Donc j'en ai un dicodrime. Mais moi, je me fais mes propres marches. C'est-à-dire, je me dis, comme je t'ai dit, j'écris cheptel, après il y aura hôtel, après il y aura sketel, après il y aura... Et puis voilà, et ainsi de suite. Si je fais rime, après ça va être déprime, ça va être sim, ça va être frime, tu vois. Je me fais mes parce que bon, on parle plus comme au XVIIe ou XVIIIe siècle, on parle plus en rime, mais on en a des rimes dans la tête. C'est juste un exercice de savoir savoir ranger nos mots par rime. Et bon, quand tu rappes, tu sais le faire en fait. Donc je me fais une marge, je me fais mon propre dico. Et puis surtout, même si tu as plein de mots à disposition, ça te donne pas le texte en fait. C'est plus, je trouve même, c'est plus inhibant en fait. Tu te dis putain, là il y en a plus, t'en as trop, tu sais plus quoi faire du coup. Alors que chercher, baragouiner, essayer de chercher autour de la thématique que tu as, à un moment ça fait venir le mot, ça peut durer des plombs. Je cherche des sonorités en baragouinant. Et des fois il y a un mot qui sort tout seul et tu dis waouh bien, tu vois. C'est un jeu en fait, c'est un jeu. Il y a des rimes que tu aimes beaucoup, il y a beaucoup de rimes en L, en al. Par exemple, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais dans Libérer la bête, ça commence par un morceau où il y a beaucoup de rimes en L. Et puis le dernier morceau, il y a aussi énormément de rimes en L. Tu en as parlé, cheptel, tekel. Ouais, j'aime bien. Est-ce que c'est des effets d'écho comme ça? Ouais, c'est con de dire ça, mais il y a même des sonorités que j'aime bien. Les L, al, j'aime bien. Les rimes en N aussi, j'aime bien. Ouais. Je trouve que j'en fais beaucoup. Il y a beaucoup de N, veine, peine, reine. Saine, malsaine, humaine, souterraine, enfin il y a... Bon. Ouais, parce que c'est... Après ça, c'est des histoires de sonorité en fait. C'est un truc de sonorité. N, une, in, c'est juste des sonorités qui, pour moi, après, pour d'autres, c'est peut-être... ça n'a aucun sens, mais il y a des sonorités que tu trouves agréables à l'oreille, quoi. Tu vois. Ok. Et... alors, ça n'a plus grand-chose à voir, mais au cours des séances précédentes, j'avais cité un philosophe, Jacques Rancière, dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est à la croisée de la philosophie politique et de la philosophie esthétique. Et dans un entretien, il parle des émeutes de 2005 dans les banlieues. J'aimerais bien avoir ton avis sur ce qu'il dit, parce qu'il parle de l'usage des mots et de la façon dont on peut retourner les mots à l'envoyeur. Il me semble que c'est aussi ce que tu fais. Alors, voici ce que déclare Jacques Rancière. Je reste convaincu que la puissance d'une scène, c'est-à-dire d'un déplacement des positions sensibles, est toujours liée au fait que du bruit devient de la parole. Et toi, Kazé, tu dis justement la parole est mienne. Et Rancière poursuit. Ce qui m'avait frappé en 2005, c'est que les manifestants ont à la fois relevé et rejeté les mots de Sarkozy, uniquement comme la marque d'une stigmatisation contre laquelle ils luttaient. Ils les ont rejetés, ils n'ont pas cherché à les reprendre, à affirmer positivement que la racaille, d'accord, ils en étaient, comme dans la chanson « C'est la canaille, eh bien j'en suis ». Chanson du 19e qui a d'ailleurs été reprise par un rappeur, Marc Namour, le rappeur du groupe La Canaille. Et Rancière poursuit. Beaucoup de mouvements révolutionnaires dans le passé sont partis comme ça, par une capacité de retourner, parfois sous la forme du malentendu, les qualifications que les gens d'en haut imposaient aux gens d'en bas. Ce qui m'a frappé là, c'est le rapport maintenu entre des gens qui parlent et qui peuvent qualifier, et des gens qui vont se manifester violemment contre la manière dont on les qualifie sans penser qu'il y a dans les mots de l'adversaire quelque chose qu'ils peuvent reprendre pour eux et pour tous. Et toi qui retournes souvent les mots à l'envoyeur, notamment dans le morceau Toujours les mêmes avec Beat James, je me demandais ce que tu pensais de
je sais pas, de cette citation de Rancière, et si tu pouvais la mettre en perspective avec tes morceaux, ta manière de retourner les stéréotypes. Et on avait dit la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, que tu avais une sorte de, ce que j'avais appelé un stéréostyle, c'est-à-dire dans stéréostyle, on entend à la fois stéréo, la chaîne stéréo, mais aussi le stéréotype. Alors je me demandais qu'est-ce que tu pensais de ça. Des fois, reprendre des mots qui te sont imposés ou qui te qualifient et de les reprendre à ton compte, c'est reprendre le contrôle. C'est-à-dire que on a la capacité de se déterminer soi-même. Par exemple, là, sur la citation, ce qui est intéressant, c'est quand c'est Sarkozy qui dit racaille, c'est insultant, mais si moi je me qualifie de Kaira, c'est moi qui décide de ce que je suis. Tu vois. Donc je reprends le contrôle. Tu vois. C'est moi qui me détermine. Ça n'a pas le même sens. Et c'est en fonction de qui dit quoi. Tu vois. Si effectivement c'est la parole du dominant, c'est insultant. Si c'est moi, c'est comme le mot nègre. Aux États-Unis, le mot nègre, c'est un mot sensible. Les Blancs ont perdu le droit de dire nègre. Parce qu'ils l'ont perdu, parce qu'ils l'ont trop dit. Voilà. C'est mort. Ils n'ont plus le droit de le dire, c'est fini. C'est mort. Il y en a qui se posent oui, mais pourquoi c'est mort? C'est tout, c'est comme ça. Et puis il y a une espèce de fascination bizarre. Oui, mais on veut le dire, mais c'est mort, c'est fini. Mais par contre, les Noirs le disent parce que ça leur appartient. C'est eux qui sont nègres. Donc ils peuvent se qualifier de ce qu'ils veulent. Voilà. Donc moi, j'estime que dans le rap ou même hors rap, c'est moi qui décide de mon déterminisme, c'est tout. Voilà. Donc les clichés qu'on m'impose, ça ne me dérange pas de les reprendre si c'est pour les détourner. Je trouve que c'est en ça que je reprends le contrôle. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est les clichés qui collent à la peau, qui collent à l'épiderme, et puis tu as une sorte de réaction épidermique pour les arracher en les reprenant. Exactement. Et c'est renvoyer l'autre aussi à sa connerie. Ouais. C'est-à-dire que des fois aussi, c'est aussi un peu le style banlieusard ou 93ien. Tu vois, tu reprends le déguisement, mais avec délectation, tu vois, avec provocation, tu vois, tu le sublimes. Mais tu n'as pas peur que ça conforte les gens dans leurs clichés? Par exemple, Medine dans Don't Lie qui dit islamo-kaira, etc. Et les gens lui ont dit mais il se définit comme une islamo-kaira. Et du coup, ça les a confortés dans leurs clichés, alors que ce que faisait Medine, c'est qu'il citait finalement le point de vue extérieur, le point de vue populiste et raciste. Mais moi, je suis au-delà de ça, je suis parti loin. Je m'en fous de convaincre des gens qui, de toute façon, sont déjà à côté de la plaque me concernant. Je les emmerde, je les encule profondément. J'en ai rien à foutre. Je fais pas de la pédagogie, tu vois. On voudrait qu'en France, nous, Noirs ou Arabes, il faudrait qu'on rassure les racistes. Il faudrait qu'on les rassure. C'est de notre rôle de les rassurer, de leur expliquer non, n'ayez pas peur, nous ne sommes pas comme... J'en ai rien à foutre, c'est eux qui sont cons. Je ne suis pas là pour les rassurer. C'est-à-dire, et c'est pour ça que c'est peut-être avec délectation qu'on joue avec les codes qui leur font peur. Ouais. D'autant plus, pour encore plus les effrayer. Bouh. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. En fait, c'est une sorte de logique de la violence, de réplique. On t'attaque et tu répliques. Donc c'est attaque contre attaque. On avait vu l'usage du connecteur logique donc, qui est assez rare dans le rap. Il n'y a pas énormément de liens logiques dans le rap. Et chez Kazé, il y a un certain nombre de donc qui sont toujours liés à de la violence. Par exemple, et les profs me provoquent, chaque jour me convoquent, etc. Donc je réplique, moi l'enfant de la République, et puis plus loin, donc j'attaque, ou encore, et si ce bled faiblit, je deviens la Libye, et le blé faux bon, donc ça sent bon la xénophobie, on nous agresse, donc on agresse, ils ont battu des nègres, violé des négresses, donc nos plaies sont grosses, etc. Sans histoire écrite, ni récit, donc sont passés. Mon histoire, c'est d'y être noir, donc minoritaire, et c'est toujours pour montrer cette logique, un peu implacable, et on t'attaque, et toi, en fait, le raisonnement implicite, c'est la loi du talion, c'est œil pour œil, dent pour dent. Exactement, parce que il y a un rapport colonial où, comme je viens de te le dire, on voudrait que face à la violence qui nous est imposée, qu'on puisse l'absorber. C'est de notre ressort de l'absorber. Tu vois, de l'absorber et de comprendre que l'agresseur, le pauvre, il a peur. Et moi alors? Moi j'ai peur aussi. Moi aussi je me sens en danger. Tu vois. Donc qu'est-ce que je fais? Pourquoi
Pourquoi lui, l'agresseur ou le raciste, a droit à cette violence et pas à moi? Pourquoi je ne peux pas répliquer? Moi, j'y vois un point de vue colonial. Pourquoi c'est à moi de rassurer pourquoi c'est à moi de rassurer le raciste? T'as peur, c'est pas mon problème. Je ne t'ai rien fait. Je suis juste rentré dans la pièce où j'ai traversé le square. Si tu as peur, ce n'est pas de mon ressort. Je ne fais pas partie de cette équation. Ouais. Donc, si tu m'attaques, je réponds. Ouais. Ouais, Parce que ton attaque est injustifiée. Ouais. Bah, les morceaux Libérer la dette et Quand les banlieusards sortent, qui sont d'ailleurs tous les deux les derniers morceaux des albums. Ça, en fait, le paroxysme de l'album, c'est ces morceaux-là où il y a vraiment une mise en scène très théâtrale et complètement hyperbolique de cette logique que tu reprends à ton compte et tu vas en faire quelque chose de complètement délirant. Le côté invasion, grouillement, tu vois, des peurs irrationnelles, ils sont là la nuit, ils nous envahissent. Tu sais, on a l'impression qu'on grouille, qu'on est nombreux, qu'on est ténébreux, qu'on est, tu vois, c'est tout un délire. Et tu le perçois ça dans le regard, dans l'attitude des gens. Et quand t'as, maintenant, voilà, j'espère être quelqu'un de mature, mais quand t'as 15 ans, bah, tu joues avec ces peurs-là. Moi, quand j'avais 15 piges, ça me faisait plaisir. Les petites vieilles, elles flippaient. Je me dis, elles flippent, je lui ai rien fait, elles flippent. Je ne t'ai rien fait. Ah bah, si tu as peur, ah bah, je vais jouer sur la peur, je vais te faire bouh. Je vais te faire encore plus flipper, puisque c'est injustifié. Et ça, c'est une agression. Les gens n'arrivent pas à percevoir que tu le vis comme une agression. Tu vois, de faire peur à quelqu'un, c'est agressif parce que tu n'as rien fait. C'est super agressif. Tu te dis, mais comment on te voit? À quel endroit on te place? C'est une agression en soi. Tu vois, la peur que tu peux susciter sans fondement. Tu vois. Donc après, tu joues avec cette peur. Tu vois. On adore jouer de cette peur-là, ouais. Être 15 000, être ténébreux avec des capuches, et on est là. Et les gens, ils traversent et on met nos capuches exprès, et ils passent et ils flippent, et ils font des sourires, paniqués et tout. Et on se fait encore plus méchant qu'on ne l'est, tu vois. On est là. Alors qu'on est tout gentil, on était en train de jouer au domineux il y a 2 minutes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'humour. Bah ouais, c'est notre humour. C'est un humour qu'on perçoit pas, mais des fois on joue, on caricature le trait. Parce que il y a un côté jouissif, mais regarde-les, ces bouffons, on leur a rien fait. Ils ont peur, c'est-à-dire on est à 15 dans le hall. Bon, chez nous, le hall, c'est un endroit de sociabilité, tu vois. Quand j'étais plus jeune, puis maintenant j'ai fini. Mais bon, c'est un peu le centre de loisirs, c'est un endroit où on se rejoint, on boit des coups, bon, on va pas au bistrot, au café. Bah, y a 15 noirs dans un hall, s'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui soit pas de ce milieu-là, qui connaisse pas, qui rentre dans... C'est une panique de ouf, et tu le vois arriver. C'est-à-dire, tu es un peu comme un chien, tu sens l'électricité de sa peur. Et tu joues avec. Tu vois, tu es là, tu vois, tu joues avec le truc. Tu joues, on t'a rien fait. Pourquoi t'as peur? Chez nous, parfois, c'est des choses qui sont incompréhensibles pour nous. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il y a? Tu te vexes ou t'en joues? Bon, bah, t'en joues. Tu vois, ça, c'est pour les ados. C'est le côté ado. Maintenant, les plus vieux, tu joues plus avec ces codes-là. Mais les ados, c'est ce qu'ils font. C'est ce que je faisais, c'est ce que les ados font. Ils en jouent de la peur. Ils savent qu'ils suscitent la peur. 15 petits habillés comme Zlatan Ibrahimovic avec une coupe pas possible et tout. Qui arrivent avec des joggings du Barça et qui montent sur Paris à 15, bah ça fait peur. Pourtant, c'est juste des petits qui viennent manger une glace ou s'acheter une crêpe. C'est tout. Mais ils font peur. Alors, bien sûr, ils font d'autant plus peur, tu vois. Ils en jouent. Je faisais ça aussi. Parce que c'est une façon aussi de reprendre le contrôle. De dire qu'est-ce que c'est que ces conneries. On veut qu'on se justifie. C'est à nous de rassurer qu'est-ce que c'est que ces conneries. C'est à nous de rassurer le raciste, tu vois. N'aie pas peur de moi, alors on fait des blagues, on essaye d'être charmant, tu vois, il faut qu'on rassure. Ben, plein de fois, je me suis vu faire ça. Tu rentres dans un endroit et tu dis, bon, ça y est, ils sont en panique. Alors tu fais 2-3 blagues, tu vois, mais des fois, tu es fatigué de jouer à ce jeu-là. Du jeu du noir ou de l'arabe qui est là pour rassurer. Parce que regarde, il a peur, donc tu fais des blagues, tu te fais charmant. C'est relou, c'est fatigant, c'est un effort. Des fois, je veux juste être la noire qui tire la gueule, parce que j'ai eu une sale journée, je tire la gueule, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème où je vais t'agresser, ça veut dire que je tire une gueule et c'est tout. Mais ça, c'est un problème. Et quand t'es noir, tu le sais, tu tires une gueule, ils sont méchants. Non, c'est juste la journée, elle était relou, je tire une gueule, c'est tout. Tu vois, c'est ce placement-là. C'est tout ça, tous ces comportements, pour moi, visent à reprendre un contrôle
et surtout démontre qu'en fait, on n'a pas le contrôle en fait. Que plein de choses nous échappent et que c'est sur ces petites choses-là, tu vois, c'est des choses infimes, des choses du quotidien qu'on peut reprendre le contrôle. Parce que dans le fond, à l'échelle, à une grande échelle, à une échelle sociale ou à une échelle économique, on n'a pas beaucoup de contrôle. Donc c'est le seul contrôle qu'on a, c'est celui-là. C'est tout. Le don que je réplique, c'est vraiment de l'ordre de la logique, et puis c'est aussi un réflexe logique, et puis c'est quelque chose aussi qui est de l'ordre du réflexe vital. C'est contrôle, essayer de contrôler, de reprendre aussi un peu de dignité aussi. Oui, tu joues beaucoup avec les stéréotypes, et finalement, moi je me dis que si ennemi de l'ordre c'est au masculin, ou l'exclu c'est au masculin dans le maxi, c'est parce que, en fait, il ne s'agit pas de toi, il s'agit d'un prototype, d'un archétype. Exactement, c'est toujours... tu le dis, je crois, dans Libérer la bête, tu utilises, il me semble, le mot prototype et archétype. C'est toujours des archétypes. Il ne s'agit pas de te mettre toi en scène, c'est juste des caricatures, des archétypes que tu essayes de tout le temps de dépeindre. Tu vois, et l'archétype, tu sais que tu représentes qui n'est pas toi, tu vois, mais qui est aussi, quelque part, à force de t'être imposé, qui est toi. Tu le deviens aussi. Tu vois, à force de t'être imposé tout le temps, quotidiennement, tu deviens ça. Oui, puis tu vas théâtraliser tout ça et tu vas hyperboliser ça, ça va prendre des proportions gigantesques. Exactement, et puis tu dis, si c'est le seul rôle dans lequel on te voit et que c'est le seul rôle que tu peux tenir, bah tu vas le tenir, mais au moins tu vas le tenir avec excellence. Au moins ça, tu vois, quitte à le tenir. Puis toi, tu joues beaucoup sur ça, avec Libérer la bête, l'animalisation. Beat James d'Enfage fait aussi ça avec son album Acte de barbarie. Voilà, le barbare, l'animal, c'est vraiment la figure du rappeur. Le rappeur, c'est un barbare, le rappeur, c'est un animal. Et puis nous concernant aussi, ça fait écho aussi à toute une mythologie autour du nègre, et toute une littérature autour de l'animalité du nègre. Ça a existé, voilà, en Occident, en Europe ou aux États-Unis, pour légitimer l'esclavage. Il fallait parler de l'infériorité du noir. Et on l'a vachement bestialisé. Et on joue avec ces codes-là, avec les codes de l'animal. Il y a Caris aussi qui disent les singes vont sortir du zoo. On joue avec ces codes-là. Parce que c'est des codes qui ont été imposés aux noirs. Puis il y a aussi ce rapport au langage. Voilà, l'animal, il est hors langage. Le barbare, c'est celui-là qui va... étymologiquement, le barbare, c'est celui qui bafouille, qui parle mal, qui va massacrer la langue, qui va écorcher la langue. Et c'est ce que dit Rancière, la politique, c'est quand le bruit devient de la parole. Et les auditeurs lambda, les détracteurs du rap, ils vont considérer que le rap, c'est que du bruit. Ils ne vont pas leur accorder le statut de la parole. Et toi, tu vas dire, la parole est mienne, ce que je dis. C'est la parole. Et c'est aussi un peu pour ça aussi qu'on fait ce séminaire, c'est pour que les rappeurs puissent formuler un discours sans qu'on leur dise mais non, c'est que du bruit, vous parlez pas, vous écorchez le français, puisque c'est... Enfin, et même ce langage, parce que ça aussi c'est très français, à savoir qu'il existe une langue canonique, il y a une façon de bien parler français. Voilà. Si tu parles français d'une certaine manière, comme ça, t'es un rappeur avec des vestes en velours, c'est à peu près là que tu vas flatter des gens. La langue, ça bouge. Une langue, c'est vivant. Enfin, je veux dire, en France, plus personne parle latin. Voilà, la langue, c'est vivant. Mais quand nous, on la fait bouger, c'est vulgaire. On ne peut que constater, alors que c'est peut-être nous qui la rendons la plus vivante. En y intégrant ce qu'on en avait dit lors de la première séance avec une lettre d'un poète du 19e qui s'appelle Jean Rictus, que Virus aime beaucoup. Et dans cette lettre, en fait, il écrit à Léon Blois qui dit « Votre argot me dégoûte. Vous avez une langue, je cite, épouvantable. » Et Rictus va lui dire la langue, elle bouge, elle est vivante. Et l'argot, eh bien, si j'utilise l'argot, c'est qu'il y a un sens. C'est que grâce à l'argot, je vais pouvoir renvoyer à la figure des bourgeois, comme le font les rappeurs, les souffrances qu'ils infligent aux pauvres, à ceux qui sont en dessous, ceux qui sont dominés. C'est cet usage-là de l'argot qu'on retrouve dans le rap aussi. De l'argot ou même écrire, c'est inventer aussi son propre lexique, avec son propre style, qui utilise des propres mots, des propres associations. Et puis surtout, c'est un espèce de doigt d'honneur à ce truc un peu figé, très, très français, très, très littéreux. C'est-à-dire qu'il y a une certaine façon de bien parler pour être accepté. Voilà. Il n'y a qu'une langue qui a voix au chapitre. Moi, je trouve que c'est un ghetto. Le ghetto, c'est de parler qu'une seule langue.
Bah oui. Moi, pour moi, c'est ça. Il y a des ghettos de riches et des ghettos de pauvres. Tu ne parles que l'argot, tu es dans un ghetto. Mais tu ne parles que le langage soutenu, je ne sais pas, aristocratique de Versailles, tu es dans un ghetto aussi. Oui, Moi, ce que j'aime, c'est de pouvoir parler tous les types de langage. Parler argot, parler soutenu, pouvoir me défendre si je vais à un entretien d'embauche, mais parler avec mes potes, utiliser plein de termes, parce que c'est succulent la langue. Tu vois, même de la mélanger avec des mots de rebeu, des mots de lingala, des mots de créole, des mots de, tu vois, la langue, c'est succulent, mais parler plein de langues. Et j'estime que, bizarrement, bah, on est les mieux placés et on est les meilleurs à ce jeu-là. Nous, on parle plein de langues. Les dominants, ils ne connaissent qu'une langue, la leur. Ouais. Et c'est exactement aussi ce que dit Rictus. Boua lui dit, vous parlez dans votre jargon, on ne vous comprend pas. Mais Rictus lui dit, mais d'accord, c'est peut-être un jargon, mais la langue littéraire, telle qu'elle est dans l'institution, c'est aussi un jargon. Exactement. Vous parlez le jargon littéraire. Exactement. Et c'est un jargon figé. C'est un jargon figé, un jargon pompeux, un jargon qui se regarde et un jargon qui veut dicter et imposer sa loi. Mais c'est chiant comme la pluie. Vraiment. Je veux dire, des fois, je regarde la télé, j'entends des débats. Ça dit plein de phrases avec plein de mots compliqués, mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'ils ne disent rien. C'est juste ça, c'est très français. C'est si tu veux impressionner la France, mets plein de mots compliqués. Et il y a plein d'indigènes qui jouent à ça. Et tout d'un coup, waouh, il parle bien. Je dis, comment je viens de le niquer? Comment je viens de te l'escroquer en 2 secondes, tu vois? Je mets plein de mots super compliqués, tout ça, et tout d'un coup, on va me prêter des vertus intellectuelles, tu vois? Mais je n'ai rien dit, en fait. Et des fois, il y a juste des mecs qui parlent simplement, des gars du ghetto, qui disent, ouais, ici, c'est la merde. Bah, ça m'a l'air tout à fait pertinent. C'est simple, c'est concis, et c'est tout à fait pertinent. Il n'y avait pas besoin d'en faire des tonnes. C'est tout. Il faut utiliser les mots adéquats. Exactement. Peu importe le registre de langue, l'important c'est que le mot soit adéquat. Et qui te ressemble et que ce soit naturel. Voilà, Ouais. c'est ça la langue. Moi je trouve que la langue française c'est une langue mortelle et c'est une langue super vivante. Et c'est justement tous ces mélanges qui la rendent super vivante. Vous allez à Sarcelles, ça ne parle pas le même argot que, je sais pas, à Saint-Denis ou que, je sais pas, à Malakoff. Ce sont des argots différents en fonction de, je sais pas, des gens qui y habitent, des personnalités qui ont existé, qui ont marqué l'endroit. Ce sont des argots différents. Par exemple, moi, j'adore les films de Titi parisien dialogués par Audiard. Je trouve que c'est une langue de ouf. C'est mortel. Je me reconnais plus dans ce cinéma-là que dans le cinéma d'aujourd'hui avec Camille et Jean-Pierre qui se prennent la tête dans un appart haussmannien, tu vois. Bizarrement, parce que c'est des gueules cassées. Parce que c'est des titis d'après-guerre qui se débrouillent, qui traficotent un peu, tu vois, des gueules cassées. Et puis surtout, qui ont un sport du verbiage. Parce que ça, c'est très français. Moi, j'adore les titis du bistrot. C'est succulent à entendre, tu vois. C'est du verbiage, c'est de la mauvaise foi. Ça, c'est très français. C'est de la super mauvaise foi. Mais tu vois, c'est la culture du bon mot. Bah aussi, en quartier aussi, il y a ça. La culture du bon mot, de celui qui va trouver la bonne phrase, tu vois. Ça, c'est le côté français que j'aime. Mais le côté littéreux, verbieux, là, je sais pas moi, des mecs que tu vois à la télé toute la journée, Dormesson, BHL, je sais pas qui, tu vois, ils sont toujours en train de dire les mêmes trucs de la même manière. Je trouve ça chiant, tu vois, parce que ce n'est pas une langue vivante, tu vois. C'est pas une langue qui bouge, tu vois. Et c'est souvent dans ces dogmes-là que certains s'enferment en fait. La langue ne doit pas bouger et si tu ne parles pas comme nous, tu es bête. C'est tout ce que Voilà. dit Rosset dans la chanson Habitus. Je sais pas si Exactement, ouais, ce morceau il est mortel. Ouais, voilà, bah, ça Ouais. me plaît. C'est J'ai ça. peut-être une dernière remarque, si je peux, Ouais. avant qu'on passe la parole au public. Juste, tu disais, on parlait de la métaphore animale, c'est souvent des métaphores canines, c'est souvent des gens qui sont métaphorisés en chiens. Tu te compares souvent à un chien ou même la police à des chiens. Et notamment dans un couplet que tu poses sur la mixtape de DJ Coco, c'est dans vieux, Au ça. stylo Ouais, stylo. ouais. Je te propose de réécouter ça pour qu'on c'est se vieux, rafraîchisse ça. un peu la mémoire. Je voue un véritable culte au tumulte que pratiquent les prétendus incultes. Que ce système insulte à ces chiens fous lâchés dans l'arène qui mordent dès que les forces de l'ordre aboient leur sirène. Louange aux insoumis la mine qui derrière leurs salauds d'anges refusent le compromis. Aux enragés qu'on muselle, qu'on isole, qu'on maintient dans le formol affublé de camisole. Au cargo avec les canines infectés de strychnine qui dans ce front te contaminent. Aux kleps ruminant leur os dans leur niche.
Voilà, c'est sur une Ok. instru d'Onyx. Ouais. Et donc on a vraiment la personnification, la récurrence de la métaphore animale. Et ici, bon, il s'agit des chiens. Et ça me fait penser, je te le disais tout à l'heure, à une philosophie un peu marginale qui est la philosophie cynique. La philosophie cynique, c'est une philosophie antique dont Diogène est le représentant. Et cynique, ça veut dire le chien. Le chien, c'est le symbole du cynisme. Et le cynique met en valeur ce qu'on appelle en grec la parésia. La parésia, c'est la franchise, le franc-parler, c'est dire la vérité, mais la dire à ses risques et périls. C'est la manifester dans son propre corps. Donc il y a un engagement du corps. Et toi, tu parles beaucoup d'ulcères, de cicatrices, de séquelles, de crachats, de viscères, d'œdèmes, d'hématomes. Donc c'est vraiment la vérité, elle prend forme dans le corps. Et voilà, dans ton corps, et puis plus largement, j'ai l'impression dans le corps du rappeur. Et il y a un philosophe qui a beaucoup parlé du cynisme dans un cours au Collège de France sur le courage de la vérité. Ce philosophe, c'est Michel Foucault. Et je te propose une dernière citation sur laquelle tu pourras réagir. Voici ce que dit Foucault sur la place du cynisme dans l'art au XIXe siècle. Parce que pour Foucault, en fait, le cynisme, c'est pas limité à la philosophie antique, c'est un concept qui traverse en fait toute l'histoire occidentale. Et voici ce que dit Foucault. C'est l'idée que l'art lui-même, qu'il s'agit de la littérature, de la peinture, de la musique, doit établir au réel un rapport qui n'est plus de l'ordre de l'ornementation, de l'ordre de l'imitation, mais qui est de l'ordre de la mise à nu, du démasquage, du décapage, de l'excavation, de la réduction violente à l'élémentaire de l'existence. L'art, Baudelaire, Flaubert, Manet, se constitue comme lieu d'irruption de l'en dessous, de l'en bas, ça me fait penser à l'underground, de ce qui, dans une culture, n'a pas droit, ou du moins n'a pas la possibilité d'expression. Est-ce que ça rencontre des échos en toi? Est-ce que tu penses qu'on pourrait appliquer ça à ton rap, voire étendre ça au rap? Pour moi, c'est ce que ça résume à presque ce qui m'a attiré dans le rap, quoi. Tout simplement, ce qui a fait que j'ai aimé le rap, c'est-à-dire la vérité, dire sa vérité. Tu vois, mais vraiment dire sa vérité et sans détour, sans fioriture, tu vois, frontal, direct. C'est ce qui m'a donné envie de faire du rap. Donc, mais bon, Foucault, il est hardcore. Hein. Ouais. Il y a quelque chose de cynique dans ta manière de parler, mais cynique au sens, pas au sens sans scrupule, mais au sens noble, la vérité. Quoi. Après, je sais pas si je l'atteins, mais c'est un engagement de l'être. En tout cas, c'est d'essayer. Ouais. Voilà. C'est pas seulement la vérité intellectuelle, voilà, c'est vraiment un engagement du corps et de l'être. C'est ça aussi le rap. D'essayer, même si j'ai du mal aussi, mais d'essayer d'être soi. Voilà. D'essayer d'être soi-même. Et sans complexe, sans se cacher, d'essayer d'être soi-même. Voilà. Vraiment et de l'accepter. On finit là-dessus. Ouais. On va finir là-dessus et merci Merci encore, Kazé. Merci.